Chers intervenants, Nicolas Offenstadt, Sonia Combe et Christian Wenkel, chers amis de la Maison Heinrich Heine. Bienvenue à notre débat de ce soir autour de l'essai de Nicolas Offenstadt, Le pays disparu, sur les traces de la RDA, publié en 2018 aux éditions Stock. Et je suis heureuse d'annoncer aussi qu'en ce moment même, ce livre reçoit sans l'auteur, ça c'est son grand regret, parce qu'il tient à ses engagements. Ce livre reçoit le prix des libraires Payot à Genève. Et c'est la première fois qu'un essai... Oui, c'est bien. Un prix pour un essai par les libraires Payot est décerné. Toutes les félicitations. Monsieur Offenstadt est historien, maître de conférences habilité à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est spécialiste des questions de mémoire. Cette soirée arrive à point nommé puisque dans quelques mois sera célébré le 30e anniversaire de la chute du mur, prélude à la réunification de l'Allemagne intervenue moins d'un an plus tard, le 3 octobre 1990. Pour la préparation de son ouvrage, M. Offenstadt s'est livré à un véritable travail d'archéologie, recherchant dans les endroits parfois inhabituels, comme des friches industrielles ou des bâtiments publics en ruine, des traces matérielles de la vie des habitants de la RDA, où l'agriculture, l'industrie, mais aussi l'art marquaient le quotidien. Cet essai est passionnant à plusieurs égards. Il met en évidence l'émergence du mouvement Urbex, abréviation d'exploration urbaine, qui s'est développé dans le monde depuis une trentaine d'années et qui cherche à tirer des enseignements de l'exploration de lieux abandonnés ou déserts, mais qui ont connu une histoire. Urbex a inspiré une partie de la démarche de Nicolas Offenstadt. Par ailleurs, le livre engage une réflexion sur l'abandon et sur ce qu'il signifie la délégitimation, la dévalorisation d'une société à laquelle beaucoup ont cru. Un troisième élément mérite également d'être souligné, le questionnement de l'historien sur la dualité du sort réservé aux archives dans l'ex-RDA. Certaines, comme celle de la Stasi, ont été quasiment immédiatement accessibles au public. Initiative source de nombreux traumatismes, alors que traditionnellement, un délai parfois très long doit être respecté avant que les archives ne soient ouvertes. D'autres, contenant des données personnelles et médicales très précises, sont à l'abandon dans les locaux des entreprises, des syndicats et du Parti communiste, et donc accessible à tous les regards. Je suis très heureuse que Monsieur Offenstadt, Nicolas Offenstadt, ait accepté de nous présenter son ouvrage et je l'en remercie chaleureusement. Mes remerciements vont également aux deux autres intervenants qui vont aussi lui répondre tout à l'heure. Madame Sonia Combe, chercheuse associée au CNRS et au Centre Marc Bloch à Berlin, spécialiste des questions liées au pays de l'ancien bloc communiste et elle-même est auteure de plusieurs ouvrages et on a un livre qui date déjà, mais qui est toujours d'actualité, d'ailleurs aussi en vente devant la salle, Une société sous surveillance, les intellectuels et la Stasi. Et je pense qu'il y aura un autre livre qui va sortir cet automne. Christian Wenkel est maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université d'Artois et il assurera l'animation de notre débat et répondra aussi à l'introduction que Nicolas Offenstadt va nous faire, mais je passe d'abord la parole à Christian Wenkel. Merci beaucoup et bonne soirée à tous, bienvenue. Merci d'être venus malgré cette belle soirée d'été qui invite à faire un pique-nique sur les pelouses devant la maison.
Je tiens aussi à remercier chaleureusement, au nom de tous ici sur le podium, la Maison Heine, en particulier Christiane Drosten, pour l'accueil qu'elle nous réserve, l'accueil pour des manifestations qui souvent portent aussi ici sur des questions concernant la RDA, l'Allemagne de l'Est, donc qui se retrouvent souvent ici sur le programme. Permettez-vous, comme c'est toujours important en histoire contemporaine, de faire 2 petites présentations par rapport à moi-même, puisqu'il est important de se positionner par rapport à son sujet. Donc moi-même, je suis allemand de l'Est, et du coup, personnellement, très intéressé par le sujet de ce livre. Vous l'imaginez facilement. On pourrait dire que je suis une sorte d'allemand de l'Est par formation, mais pas autant forcément de la RDA, mais plutôt pendant ce temps qui est décrit dans ce livre. Et puis, j'ai fait une thèse sur les relations entre la France et la RDA en m'intéressant à une question, et là aussi on est au sujet de ce livre, pourquoi tant de Français se sont intéressés à la RDA et s'intéressent toujours à la RDA? Vous êtes la preuve en étant ici. Et donc, je m'interroge notamment pourquoi Nicolas Offenstadt s'est intéressé à la RDA et a fait ce livre. Nous sommes aujourd'hui le D-Day, certes, mais nous sommes aussi aujourd'hui en juin, 30 ans après des événements très importants dans le bloc de l'Est. Le 27 juin 1989, le premier trou est percé dans le rideau de fer par 2 ministres des Affaires étrangères, celui de la Hongrie, celui de l'Autriche. Une date importante dont l'écho aura lieu le 9 novembre à Berlin, quand les Allemands de l'Est vont eux-mêmes renverser en quelque sorte le mur. Un mur qui se trouvait autour d'un État qui, à cette époque-là, avait déjà quasiment cessé d'exister. En cet début novembre 89. Et c'est aussi pour vous parler d'une histoire en constante accélération qui se termine provisoirement le 3 octobre 90, donc avec l'unification de l'Allemagne. Mais donc une date à partir de laquelle la RDA officiellement n'existe plus. Date qui nous interroge, car en réalité, la RDA existe d'une manière ou d'une autre toujours, et ça c'est bien l'objet de la soirée. Ce qui est intéressant et ce qui est important à comprendre, c'est que nombre d'Allemands de l'Est se découvrent, après ce 3 octobre 90, qu'ils ne sont pas des Allemands. Ils avaient toujours pensé, au temps de la RDA, qu'ils étaient des Allemands tout court. En regardant ce qu'ils faisaient les autres Allemands de l'autre côté du mur, souvent ils regardaient ça à travers la télévision. Et du coup, après ce 3 octobre 90, ils découvrent tout simplement d'être des Allemands de l'Est, d'être autre chose que les Allemands de l'autre côté du mur. Ce qui est donc un moment important pour la formation, on pourrait dire, d'une identité est-allemande qui n'avait pas forcément existé auparavant, mais qui se crée en quelque sorte dans ces jours ou dans ces années après l'unification allemande. Pour les Allemands de l'Est, ce 3 octobre est un jour où tout change d'un jour à l'autre. Je le rappelle, vous le savez, les normes, les valeurs, les pratiques sociales, mais même la langue qu'il faut utiliser pour être compris dans ce nouveau monde. Donc tout change, les Allemands de l'Est doivent s'y adapter. Ils le font plus ou moins facilement, selon les générations. C'est une question qui est abordée aussi dans ce livre. Notamment, on découvre, pas forcément à partir du 3 octobre 90, on le découvre tout au long de l'année 90, que l'économie est-allemande était beaucoup moins performante qu'on l'avait pensé auparavant. Comme l'avaient pensé tous les spécialistes, tous les experts de l'autre côté, donc en Allemagne de l'Ouest comme en France. Et donc, il y a un processus de transformation de la société, de l'économie, assez profond, qui va se faire quasiment d'un jour à l'autre, contrairement aux autres pays de l'Europe de l'Est, où ça se passe au cours de quelques décennies. Et ce changement ou cette transformation qui est très rapide, très abrupte, laisse des traces et laisse des équelles. Après, il suffit, et c'est pour cela que je disais tout à l'heure que la RDA en quelque sorte existe toujours, il suffit de regarder
la carte, par exemple, des résultats aux élections européennes qui ont eu lieu il y a 2 semaines, où on voit clairement qu'il y a toujours une Allemagne de l'Ouest et une Allemagne de l'Est, selon les résultats obtenus par certains partis, notamment les Verts et le AfD, donc le parti d'extrême droite ou le parti de droite populiste. On pourrait cela voir aussi quand on regarde d'autres paramètres socio-économiques, par exemple la répartition des richesses, la question du chômage, la question de l'accès à la propriété. Bien des facteurs socio-économiques nous montrent que le parti, même 30 ans après ce 3 octobre 90, reste un pays divisé. Donc la RDA subsiste toujours, et cela alors que les traces deviennent de moins en moins visibles. Quand vous voyagez aujourd'hui en Allemagne de l'Est, vous voyez beaucoup moins de traces, c'est évident, qu'il y a encore 10 ans ou 20 ans. C'est évident puisque le temps passe, mais c'est aussi preuve ou expression d'une volonté politique qui a voulu faire disparaître, effacer beaucoup de traces. C'est aussi une question de ce livre. L'exemple le plus parlant à mon égard, à mon avis, c'est le Palais des Républiques, le Palais de la République à Berlin, qui a été remplacé par une copie du château des Hohenzollern, donc en plein cœur de Berlin. Et là, vous avez déjà tout le débat sur les traces historiques, leur légitimité, leur disparition, la façon de réécrire l'histoire à travers donc l'espace public, tous des questions qu'aborde Nicolas Offenstadt dans son livre. Beaucoup de choses ont été déjà dites sur lui, donc je rajoute juste quelque chose. D'abord, puisque je trouve qu'il est important de le rappeler, vous êtes médiéviste de formation, vous êtes beaucoup intéressé à des questions d'espace public, ce qui est intéressant puisque ça renvoie au livre qu'on vient duquel on va parler aujourd'hui. Vous êtes aussi spécialiste d'historiographie. Je recommande à mes étudiants toujours votre que sais-je sur l'historiographie. Vous êtes un intellectuel engagé, il ne faut pas l'oublier, qui s'exprime beaucoup dans des journaux et qui s'intéresse aux traces mémorielles, que ce soit la guerre des 100 ans ou la Grande Guerre ou encore la RDA. Je ne vais pas mentionner tous vos livres, la liste est extrêmement longue. Encore, je me demande par quel biais vous êtes venu de la Grande Guerre, qui était votre dernier grand fief sur lequel vous avez travaillé, sur lequel vous avez beaucoup publié. Comment vous êtes arrivé de la Grande Guerre vers la RDA? Est-ce par la question de la manière comme la RDA avait accordé ou non de la place à ses mémoires de la Grande Guerre et à la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale? Voilà une des questions qu'on pourrait peut-être aborder. Et puis, c'est aussi la question de votre approche. On a l'impression, en lisant votre livre, que vous êtes plutôt dans la posture, je ne dirais pas d'un archéologue, mais plutôt d'un ethnologue, qui est en train de découvrir les traces d'une société en voie de disparition, qui s'efforce à les racolter le plus rapidement possible avant qu'ils disparaissent définitivement, d'apprendre quelque chose sur votre itinéraire qui vous avez amené à travers toute la RDA, toute l'Allemagne de l'Est, et itinéraire sur lequel vous êtes particulièrement longtemps arrêté à Francfort-sur-l'Oder, si j'ai bien compris, où vous avez enseigné aussi. Et donc, on est très curieux d'apprendre comment vous êtes arrivé à cet objet d'étude, comment vous le définissez, et surtout ce que vous nous rapportez de votre voyage d'exploration. Chose qu'on nous discutons donc avec Sonia Combe, également spécialiste des traces, qui a fait une double carrière, à la fois comme conservatrice et comme historienne. D'abord, elle a commencé sa carrière à la BDIC, si j'ai bien compris, dans le département d'allemand, au temps de l'affaire de Biermann, dans l'affaire des années 70, pour devenir après directrice de cette prestigieuse information qui s'appelle aujourd'hui La Contemporaine, et qui tient beaucoup d'archives. Pardon. Département des archives. D'accord, pardon. Donc, directrice du département des archives et carrière d'historienne où elle a travaillé donc, sur les sociétés communistes et post-communistes, sujet qui l'a souvent amené à Berlin, où elle est toujours.
où elle est associée au Centre Marc Bloch, prestigieux institut français dans la capitale allemande, avec plein de livres sur le sujet et autour. Mais là aussi, je me prive de revenir sur la grande liste de publications. Je vous remercie encore une fois d'être là et je donne la parole à Nicolas Offenstedt pour une première présentation de son livre. Merci beaucoup. D'abord, merci beaucoup, Madame la Directrice, de votre invitation. Je suis très heureux d'être ici. C'est un lieu que j'aime beaucoup. Je ne suis pas venu très très souvent, mais quand même plusieurs fois. J'y ai entendu des débats sur la RDA qui sans doute ont joué un rôle dans mon intérêt. Ça fait des années. Sonia Combe était déjà à la tribune et j'avais trouvé ça passionnant. Donc c'est pour moi un lieu où je suis très fier d'être ici aujourd'hui. Donc merci beaucoup. La dernière fois où j'étais à la tribune, c'était pour un débat aussi passionnant en 2013 ou 2014 autour de Christopher Clark et des somnambules. Donc je n'ai que des bons souvenirs ici. Hein, c'est vraiment un lieu de débat tout à fait passionnant, riche et ouvert. Donc merci beaucoup de cette invitation. Merci beaucoup à Christiane de l'introduction, puisque je ne savais pas que tu étais de RDA. Je savais ta grande expertise. Voilà. Et quelle région? De Thuringe. De Thuringe, où ça? De Iéna. De Iéna. Ville importante d'histoire franco-allemande. Voilà, bien sûr, pour plein de raisons. Merci aussi de cette introduction et de ces questions. Je ne vais pas être trop long pour qu'on puisse débattre à la fois entre nous puis avec vous, mais je vais quand même répondre à tes questions et puis présenter un peu le livre. Et je remercie aussi le libraire d'être là et de permettre de vous le présenter si vous le souhaitez après, et comme celui de Sonia aussi. Donc, pourquoi la RDA et pourquoi ensuite une manière de faire particulière? Alors effectivement, c'est vrai que je ne suis pas... voilà, maintenant j'ai 50 ans passés, donc j'ai une carrière d'historien derrière moi qui est double. Et la RDA, ça m'a intéressé depuis 6 ou 7 ans, mais j'ai eu évidemment beaucoup d'autres choses avant. Donc pourquoi cette bifurcation lente, comme toujours, ça ne se fait jamais d'un coup. C'est quelque chose qui est lié à ma pratique de l'histoire. C'est que ce qui m'a toujours motivé, plus qu'un sujet, c'est souvent les lieux. C'est-à-dire quand les lieux me paraissent susciter des questions, j'ai souvent envie d'avoir des réponses. Il y a des lieux où vous avez des réponses. Si vous voulez vous interroger sur le château de Versailles, ben vous allez en librairie ou en bibliothèque, vous allez avoir beaucoup de réponses. Pourquoi est-ce qu'il y a telle galerie? Pourquoi est-ce qu'il y a tel tableau? Et donc très souvent, heureusement, j'ai des réponses. Pourquoi le lieu fonctionne comme ça? Quelle place il a dans la mémoire nationale? Ou comment est-ce qu'il est organisé aujourd'hui? Et donc j'ai souvent les lieux qui m'interrogent et qui me font réfléchir sur le passé. J'avais fait, dans le cadre de mes travaux sur 14-18, une enquête collective qui a, je crois, a joué un bon rôle dans l'historiographie sur la bataille du chemin des Dames en 1917. Et en fait, l'idée, je m'intéressais bien sûr au chemin des Dames, mais pas plus que ça. Ce qui m'avait frappé en allant sur le chemin des Dames, qui est un lieu que je vous recommande vivement, c'est aujourd'hui très calme, très paisible, mais c'est très prenant. Ce qui m'avait frappé, c'est que je trouvais que ce lieu, je ne comprenais pas comment ça marchait. Le rapport entre l'histoire, la mémoire, je ne trouvais rien. Il y avait bien sûr des grands récits de la bataille, vous avez toujours des récits de la bataille, vous n'avez pas d'explication des enjeux de mémoire. Et donc, progressivement, j'ai eu envie de répondre par moi-même. Et la RDA, c'est un peu ça. Ce qui m'a donné l'envie, ce qui m'y a intéressé, moi j'y vais depuis longtemps. J'ai des amis qui sont d'ailleurs dans la région. J'en ai un qui travaillait à Iéna. Et j'ai pas mal d'amis dans la région. Et j'y vais, disons, depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, donc bien avant d'avoir commencé à m'intéresser aux livres. Et chaque fois, je me promenais assez librement, évidemment, partout. Et il y a deux choses qui m'ont frappé très vite. Disons que ça se passe au début des années 2000, sans avoir aucune intention scientifique ni même intellectuelle. La première chose qui m'a frappé, c'est l'abandon. C'est que je trouvais... Alors, évidemment, ça a déjà changé en 20 ans. Tu as raison de le mentionner. Ce qui me frappait, c'est l'abandon et le décalage entre l'abandon et ce qu'est l'Allemagne contemporaine. C'est-à-dire un des pays les plus puissants du monde, extrêmement riche, extrêmement aussi capable de mener des politiques de mémoire, on le sait, extraordinaires, en termes d'exposition, de musées, des politiques artistiques. Il n'y a pas une petite ville d'Allemagne, vous n'avez pas un musée extraordinaire du point de vue de l'art. Et en même temps, une ancienne maison de la culture est à l'abandon. Donc il y avait des choses qui ne me paraissaient pas explicites. Entre le musée de la culture, vous aviez, même si vous allez dans un tout petit lieu, vous avez 3 œuvres de Beuys. Et puis à côté, vous avez une maison de la culture qui est très intéressante architecturalement, mais comme on est dans l'ex-RDA, qu'on laisse tomber à l'abandon. Donc c'est ce contraste entre l'abandon géographique de tout un ensemble de lieux, et j'y reviendrai après, je l'étudierai dans mon prochain projet, les choses évoluent très vite, et en 20 ans elles ont beaucoup évolué, mais malgré tout les choses restent. Pour vous donner un exemple, la seule ville que j'ai explorée systématiquement rue par rue, c'est Francfort-sur-l'Oder. Enfin, c'est pas rien, c'est quand même une ville aujourd'hui de presque 60 000 habitants. Et dans cette ville,
j'ai trouvé, je ne les ai pas tous faits parce qu'il y a des immeubles qui sont dans l'entre-deux, dans cette ville donc, qui fait 47 km² et qui a à peu près 58 000 habitants, j'ai trouvé 75 ensembles à l'abandon, hein, juste pour la ville. Hein, je ne parle même pas des petits villages périphériques. Donc 75 ensemble, et quand je dis 75 ensemble, c'est parfois des hectares entiers, comme par exemple les locaux de l'abattoir. Donc il y avait ce décalage en disant comment est-ce qu'on peut être en Allemagne et être entouré par l'abandon, et pas l'abandon simplement de détritus ou de maisons, de petites maisonnettes qui n'ont aucun intérêt, d'abandons qui parfois sont de lieux tout à fait exceptionnels. Et donc il y avait l'abandon qui m'a interrogé. Et deuxième élément qui m'a interrogé, c'est l'oubli. C'est-à-dire qu'il y a l'abandon qui est une chose, on peut dire à la limite, ça peut être un processus économique et démographique. Voilà, il y a moins de gens, on le sait bien, il y a 2 millions d'Allemands de l'Est qui sont partis. Donc forcément, il y a des immeubles non occupés. Mais ça, c'est un processus d'abandon. Mais il y a un processus d'oubli aussi, c'est que certains lieux, parfois centraux dans les villes, qui avaient joué un rôle historique, sont aussi oubliés. Oubliés, c'est-à-dire qu'on ne sait absolument pas quel rôle ils ont joué dans l'histoire. Encore une fois, dans un pays comme l'Allemagne, où le moindre événement historique lié à la Seconde Guerre mondiale, ou à la période nazie, ou à d'autres périodes, est mémorialisé, où il y a de l'argent, où il y a des politiques de mémoire, etc. Là, vous avez des lieux entiers qui sont oubliés. Il y en a un qui me frappe toujours, c'est un des exemples qui m'a le plus marqué, et qui a été une des raisons pour lesquelles j'ai fait le livre, c'est le Volkspark de Halle. Le Volkspark de Halle, évidemment, c'est un Volkspark comme beaucoup, c'était une maison de la culture socialiste du 19e siècle, mais c'est un des lieux qui est assez célèbre dans l'histoire du mouvement ouvrier allemand, parce que c'est là qu'il y a eu une rixe, quand il y en a eu beaucoup entre la police et les communistes sous l'Allemagne de Weimar, et où un certain nombre de militants ont été tués. Et notamment l'un d'eux était un de ceux qui est devenu une des icônes les plus célèbres de la gauche allemande, qui est le petit trompette du Front Rouge. Il a été tué, en fait, c'était pas un petit trompette, il n'était pas si jeune que ça, il a une trentaine d'années, mais bon, on l'appelle toujours le petit trompette, le jeune trompette. Et donc, il a été tué lors de cette rixe, c'était lors d'un discours de Thälmann pendant les élections, la campagne des élections présidentielles. Donc, c'est un lieu très connu de toute l'histoire allemande. Par ailleurs, au moment de la 22, c'est là aussi qu'on s'est réunis, parce qu'évidemment, c'était une grande salle. Donc, que ce soit de l'époque de Weimar, sans compter tout ce qui est passé à l'époque de la RDA, il y avait un musée. Quand vous allez devant le Volkspark, moi, j'y allais comme historien standard, j'avais entendu parler du petit trompette, mais je n'avais pas d'intention. Donc le premier truc, je me dis, il va y avoir un grand panneau explicatif de tout ça. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. C'est-à-dire que vous êtes devant ce lieu qui a joué un rôle important, encore une fois, à son échelle, dans l'histoire de Halle, dans l'histoire du mouvement ouvrier, même dans l'histoire de l'Allemagne, parce que c'est un épisode qui a joué un rôle quand même dans les questions, dans les rapports de force à l'époque de la République d'Allemagne. Et vous allez devant, vous n'avez rien. Et il y a même un filet de protection qui montre qu'il est en ruine. Donc je me suis dit, c'est drôle, parce que non seulement il y a des abandons, ce qui est une chose, mais il y a des oublis. Il y a des oublis, alors que vous savez très bien que si vous allez voir le moindre camp annexe qui est lié à la Seconde Guerre mondiale, il y aura une superbe plaque, il y aura une petite brochure disponible, même s'il n'y a plus rien à voir. Et c'est pas du tout, je critique évidemment pas ça, c'est parfait et c'est très bien. J'en suis ravi. Mais il n'empêche que le contraste est saisissant entre cette période de l'histoire. Et donc, du coup, l'abandon et l'oubli m'ont intrigué. Et puis, il y a un troisième élément géographique. C'est très spatial, mon rapport avec la RDA. Parce que j'y allais tous les étés avant de m'y intéresser. Je suis allé plus après. Mais on y allait tous les étés en vacances. Je crois que c'est un des seuls Français qui passait ses vacances dans l'Allemagne de l'Est. Voilà, sans aucune intention scientifique, encore une fois, ou bibliographique au départ. Mais il y a des lacs très sympathiques aussi. Voilà, même si c'est dans la ligne du Lignite autrefois. Donc, en tous les cas, j'avais ce rapport très spatial, très géographique. Et un autre élément qui me fascinait, c'est tout ce qui restait comme espace public de l'ex-RDA, c'est-à-dire des plaques, des sculptures, par exemple de Thälmann, puisque c'est lui dont on parlait, et en même temps, qui étaient là sans être là. Je m'explique. La statue est dans la ville, donc on ne peut pas dire qu'elle a été déplacée, mais on a l'impression qu'elle n'a plus aucun sens spatial. C'est-à-dire que parfois, il y a des herbes folles autour, elle n'est pas entretenue, cette statue. Et plus encore, elle est parfois déplacée dans un endroit où elle ne correspond plus au nouvel espace, évidemment. Et donc, du coup, c'est un peu perdu. Elles sont un peu perdues comme si, voilà, quelqu'un qui n'a rien à voir dans un monde qui n'est plus le sien.
Hein, ça me fait toujours penser ces statues comme vous voyez, c'est comme un ouvrier dans un dîner chez des bourgeois ou vice-versa, où le type se sent pas bien parce que c'est pas chez lui, parce que c'est pas son monde, parce qu'il n'a pas ses habitudes, tout le monde a une cravate, lui il en a pas, ou vice-versa. Hein, comme quand vous vous sentez déplacé dans un milieu qui n'est pas le vôtre. Et ces statues, elles me donnent toujours elles sont quand même là, on ne va pas vous chasser. Ben voilà, vous n'êtes pas comme les invités, vous n'êtes pas de la même couche sociale, mais bon, tout le monde sait que vous n'avez pas grand-chose à faire là. Et ces statues me donnaient toujours cette impression, avec énormément de nuances d'une ville à l'autre. Parce que si c'était toujours la même chose, ça n'aurait pas d'intérêt. Mais ce qui m'a fasciné, c'est que selon les lieux, selon les moments, ces statues ont toujours une place un peu décalée. C'est la même chose pour les plaques. Et en même temps, on ne sait pas trop quoi en faire, quoi en dire. Alors j'ai commencé à lire la bibliographie au début par plaisir, puis je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de réponse sur ces 3 questions. Sur la question de l'abandon, sur la question de l'oubli, et puis cette question du décalage, hein, du décalage des lieux. Et c'est ça qui a été, pour te répondre, pourquoi la RDA, c'est d'abord à cause de la RDA comme un lieu géographique. Et c'est là effectivement où tu as eu la gentillesse de rappeler ce que j'avais fait antérieurement, quand on travaille sur la mémoire, puisque moi en fait sur la guerre, je suis beaucoup plus en fait un historien de la mémoire de la Grande Guerre que de la guerre elle-même. Et donc, du coup, quand on passe son temps, ce qui était quand même partie de ma vie, à regarder des monuments aux morts, à regarder des tranchées, à regarder des lieux, et même évidemment en histoire médiévale, j'ai emmené mes étudiants dans des centaines d'églises gothiques et romanes. Donc, quand on passe son temps à regarder des lieux, on a envie de réponses. Hein, pourquoi ces 3 questions-là? Donc en réalité, il y a une certaine continuité. Les gens pensent toujours que vous changez de thème, donc vous changez de questionnaire. En réalité, il y a bien des choses. Et donc du coup, c'est ces questions-là qui m'ont frappé. Et peut-être doucement, encore une fois, la première fois, j'ai commencé ça dans les années 2000, donc au début, encore une fois, sans attention. Et puis ce qui m'a frappé progressivement, ça c'est le socle. Hein. La réponse est un peu longue, mais ensuite, je serai plus bref. Et ce qui m'a frappé, c'est que très souvent, quand je me promenais, les gens se demandent ce que vous faites en Allemagne de l'Est. Les gens sont assez sympathiques, assez ouverts. Donc du coup, souvent, ils viennent, quand vous regardez une sculpture, ils viennent vous parler. Ou ils vous disent, ou quand vous errez parce que vous cherchez un lieu, ils viennent vous demander. Je me suis dit, c'est drôle, les gens parlent assez volontiers. Il n'y a pas du tout cette image de froideur ou qu'on pourrait avoir des Allemands, c'est le contraire. Et donc du coup, j'étais frappé aussi par leur volonté très, très nette de parler des lieux. Et donc, du coup, je l'ai fait au début, encore une fois, purement comme ça, sans intérêt. Dans un deuxième temps, j'ai commencé, parce que j'aime bien, comme beaucoup d'entre nous, j'aime bien les livres. Donc, j'avais acheté pas mal de livres d'occasion sur le patrimoine de RDA, publié à l'époque. Donc, j'ai commencé à me promener avec ces livres, en disant, tiens, je vais à Schwerin, je vais regarder ce qu'il y a dans le guide de Schwerin. Donc, je l'ai fait. Et puis, je trouvais beaucoup de choses qui avaient disparu cette fois. Non pas celles qui avaient été abandonnées, oubliées ou déplacées, mais celles qui avaient disparu. Je me dis, tiens, c'est bizarre parce que... Et là, du coup... la question s'est rajoutée quand je regardais avec des cartes ou avec des anciens plans. Et notamment, il y a un livre qui est génial, qui a été édité, malheureusement, il ne fait pas toute la RDA, il a été édité en 1974 par l'Institut du patrimoine de RDA, par une dame qui s'appelle Anna-Dora Mitte, et qui est une recension ville par ville de tous les monuments au mouvement ouvrier, à l'antifascisme et à la construction de socialisme. Donc la moindre plaque dans un village est signalée. Et donc j'ai acheté ce livre d'occasion, et donc du coup, chaque fois que je me promenais, cette fois j'étais systématique, je regardais dans mon guide de 74 ce qu'il y avait et ce qui avait disparu. Et là, j'ai commencé à avoir une question supplémentaire, c'est que disparaissent à la limite des plaques ou des mémoriaux qui étaient liés au stalinisme, qui étaient liés aux aspects répressifs de la RDA, ou à la contrainte, comme il y avait énormément de plaques qui célébraient la mémoire de l'unité du Parti communiste et du Parti socialiste pour former le SED. Donc tout ça disparaissait, on pouvait l'imaginer. Hein, c'était évidemment. Mais ce qui m'a frappé, c'est que quand je regardais mon guide, disparaissaient aussi des monuments antifascistes, c'est-à-dire qui n'avaient comme seul démérite d'avoir été érigés par la RDA, mais dont les personnages qui avaient été honorés étaient de simples militants antifascistes qui avaient été tués par les nazis, et ça avait aussi purement et simplement disparu. Donc je me suis dit, il y a des logiques peut-être plus complexes que le simple effacement de la mémoire stalinienne ou de la mémoire répressive du communisme. Et donc du coup, c'est ça aussi qui m'a motivé. Donc vous voyez, c'est vraiment parti d'un rapport géographique et évidemment sur la sédimentation, ce que j'avais fait. Alors peut-être, pour ne pas être trop long, un mot sur la méthode, comment j'ai travaillé, parce que bon, les Allemands, les historiens allemands, les ethnologues se sont posés ces questions-là, peut-être pas de manière où je l'ai fait. Alors qu'est-ce qui fait que mon livre, ou en tous les cas que j'ai essayé de dire des choses qui n'étaient pas écrites ou qui n'étaient pas faites? Comment est-ce que j'ai enquêté pour répondre à ces questions? Quel abandon, quel oubli, quel déplacement de la mémoire de la RDA dans la géographie contemporaine? J'ai fait du travail classique. C'est par exemple, j'ai évidemment visité les mémoriaux qui restent.
J'ai regardé encore une fois les plaques, les sculptures, tout ça c'est classique. Il y a déjà des travaux qui ont été faits sur le Palace des Républiques, par exemple, sur les sculptures de Thälmann, sculptures de Marx. Les anthropologues, les sociologues ont travaillé là-dessus. Il y a 3 choses qui m'ont intéressé en particulier et que j'ai étudié plus à fond, même en répondant en général aux questions. C'est d'abord les petits musées qui sont faits par les Allemands de l'Est pour rappeler le souvenir. Parce que, évidemment, il fallait répondre le pendant, c'est-à-dire il y a tous ces processus-là, mais que font les Allemands de l'Est, eux, face à cet effacement, face à cet abandon? C'est évidemment pas des acteurs passifs. Hein. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'ils font? Ils en sont à la fois les acteurs, mais aussi ils réagissent à cet oubli, à cet abandon. Et une des formes de réaction qui m'a fasciné, et qui me fascine encore parce que chaque fois que j'y vais, j'en retrouve de nouveau, c'est qu'une des manières qu'ont fait les Allemands de l'Est pour dompter ce mécanisme de l'oubli, c'est de recréer des mini-RDA sous différentes formes chez eux, avec des gens qui peuvent avoir un spectre politique très varié, sinon ce ne serait pas intéressant. Si c'était juste des anhängers du SED, évidemment, on dirait, bon ben voilà, c'est une mémoire politique. Or, ce qui est fascinant, c'est de voir que de ces mini-reconstitutions de RDA sont faites par des gens qui peuvent tout à fait être aujourd'hui conservateurs, mais comme si c'était une forme de lutte contre l'effacement d'une histoire qui est la leur. Alors j'ai enquêté partout, alors ça peut être des choses très simples. Par exemple, j'étais dans une boîte de nuit bar à Dresden, et à l'intérieur, des jeunes relativement, donc qui avaient connu la RDA, ils étaient adolescents, donc ils avaient entre 35 et 50 ans. Ils avaient fait leur boîte de nuit tout aux couleurs de la RDA. Alors je leur ai dit, mais bon, voilà, pourquoi? Évidemment, je discutais avec eux, parfois de manière formelle. Là, c'était informel. J'étais au bar, je suis allé voir un concert parce que bon, je fais de l'observation participante. Donc je ne raconte pas toujours. Chaque fois que je pose une question à un Allemand de l'Est, bonjour, je suis Nicolas Offenstadt, je suis historien, je travaille. Donc j'y vais comme n'importe qui et je discute dans un train, dans un bar. Et donc là, je leur demande. Ils me disent, non, la RDA, on s'en fout comme régime. Politiquement, ça ne nous intéresse pas. OK, bon, je laisse toujours passer un peu de temps, je reviens, etc. Et en fait, eux, ils avaient un rapport très personnel, biographique, sans investissement, un peu lié aussi au goût du vintage. Et donc, ils avaient reconstitué dans leur boîte de nuit tout un ensemble aux couleurs de la RDA, y compris une vitrine mémorielle où il y avait une 50aine d'objets. Donc, c'était absolument sans discours politique explicite. Il y en avait quand même un, forcément. Parfois, c'est dans une maison individuelle, vous avez comme un petit sanctuaire avec une dizaine d'objets qui sont gardés, comme ça, sans discours. Et parfois, c'est devenu une véritable passion ou un hobby, où des gens font des petits musées pour la RDA. Encore une fois, alors ça, j'en ai visité des dizaines, et il y en a beaucoup. Il y en a quasiment, j'ai remarqué maintenant, j'aurais pu faire une carte dans le livre, mais j'en ai cité un certain nombre. Il y en a quasiment dans l'équivalent de chaque Kreis de la RDA, à peu près, pour avoir l'échelle. Donc, vous avez un ou plusieurs petits musées qui sont faits par des gens sans aucune intention scientifique. Ce n'est pas des gens qui vont expliquer la RDA, mais simplement, ils vont rassembler les choses. Et le plus beau que j'ai vu, qui est assez génial, j'en parle dans le livre, c'est celui qui est à Trebus, qui est au nord de Fürstenwalde-Spree. Là, je crois que c'est 4000 m² de reconstitution de la RDA. Et là, vous avez l'impression d'y être. C'est-à-dire que je me demande si c'est un musée ou une reconstitution, parce qu'il y a à peu près tout. Il y a tout ce qu'on peut imaginer. Il y a un camping, il y a un hôpital, il y a 2 commissariats de police, vous êtes bien protégés. Il y a des voitures pour l'équivalent de ce qu'il pouvait y avoir dans une petite ville de RDA, des Trabants, des Wartburg. Il y a absolument tous les lieux. Il y a même un petit coin pour les Berlinois qui viennent là, parce que dans le groupe qui a fondé ça, il y a des Berlinois et des gens qui sont du Brandebourg. Et donc les gens de Berlin, ils ont un petit coin Berlin à l'époque de la RDA. Et donc là, au début, je me suis dit, pour un musée... En plus, c'est un musée qui est extraordinaire. En termes... il y a 3 ou 4 boutiques qui sont reconstituées, un compte Zoom, un truc de réparation de voitures. C'est fantastique à voir. Vous avez tout ce qu'on peut imaginer, des chambres, des bibliothèques mobiles. Donc c'est vraiment exceptionnel. Et en même temps, ils n'ont aucune volonté, manifestement, de le faire visiter plus que cela. Donc il n'y a pas d'intention mercantile. Il n'y a même pas d'intention d'en faire un hobby. Ah, évidemment, bon, il faut téléphoner 3 fois, il vous accueille très gentiment, mais bon, si vous, voilà, c'est très bon enfant, mais il n'y a aucune volonté, disons, de diffusion. Et au début, je me suis dit, pour un musée, quand même, investir autant. Et je me suis rendu compte que le petit groupe qui avait fait ça, sous couvert, en fait, des amis de l'automobile de RDA, en fait, ils avaient reconstitué la RDA pour eux. Parce que j'ai vu qu'ils dormaient là, en me promenant. J'ai vu qu'ils avaient reconstitué un bar où ils pouvaient boire un coup et qu'ils faisaient des excursions ensemble dans un bar-casse, bien sûr. Donc du coup, le lieu était devenu en quelque sorte comme une forme de reconstitution de leur passé. Là encore, avec des intentions différentes. Ce n'est pas tous des gens qui étaient des militants de la RDA politique. Et donc du coup, vous voyez, ça peut être un petit bar de Dresden avec 3 ou 4 vitrines, jusqu'à ce musée colossal
à Fürstenwalde, pour prendre deux régions qui sont quand même assez lointaines. Et donc, du coup, ça m'a fasciné de voir qu'en réalité, il y avait tout un ensemble de récupérations, on pourra en reparler, parce qu'il y a tout un ensemble de nuances politiques. Pour vous donner un dernier exemple de cette... Il y en a un qui m'a frappé aussi à Gotha, où le type était à la CDU Ost, hein, donc la CDU de la RDA. Il est resté à la CDU après. Il était très fier d'être à la CDU aujourd'hui. Mais il avait fait un super musée DDR. Donc, vous voyez, on peut très bien combiner des choses qui nous paraissent, nous, pas évidentes. Hein, et donc, c'est ça qui m'a fasciné. Et c'est pour ça que, c'est une de mes conclusions, contre le concept d'ostalgie, où on renverrait les Allemands de l'Est à être enfin un peu des grands enfants qui regretteraient leur enfance, hein, en disant on est nostalgique. Alors eux, c'est évidemment comme ils vieillissent en plus, hein, on regrette tous son enfance, mais les Allemands de l'Est en particulier, parce qu'elle a particulièrement disparu. Et donc du coup, on les a, vous savez, on avait parlé d'une vague d'ostalgie contre laquelle il faudrait réagir, hein, comme une vague qui est dangereuse. Et en fait, moi j'ai vu, en tous les cas c'est mon enquête de terrain, qu'il n'y a pas de nostalgie en tant que telle, avec un concept défini, le regret de l'Allemagne de l'Est, toutes ces parties. Il y a une forme de bricolage, en fait, identitaire, hein, où les Allemands de l'Est vont mélanger différents aspects de leur existence, et que donc tout rapport avec l'Allemagne de l'Est ne dit pas forcément qu'on regrette le pays ou le régime dans son ensemble. Enfin, deuxième type d'enquête que j'ai faite, je ne vais pas tout dire parce qu'ensuite je serai trop long, deuxième type d'enquête que j'ai faite, c'est d'aller voir, après ces musées et ces reconstitutions, j'ai assisté, alors là par contre c'est vraiment la dimension la plus radicalement politique, à l'anniversaire de la RDA, qui est célébré dans la Ruhr à Bochum par les anciens du parti et de la Stasi. Hein, donc qui organisent tous les ans, hein, l'anniversaire de la RDA comme si on y était. Et donc moi j'y ai assisté, là aussi, comme un ethnographe, ce que tu disais, c'est tout à fait vrai. Donc, je n'ai même pas raconté ma vie, j'ai dit qui j'étais. De toute façon, c'est facile avec Internet de savoir qui je suis. C'est rien aujourd'hui. Tout le monde est plus ou moins identifié, alors quand vous avez tout petit peu public, encore plus. Donc, j'y suis allé et j'ai observé. Donc, j'assistais pendant 5 ans de suite, j'y suis allé. J'ai pris des notes, j'ai regardé, j'ai parlé avec les gens pour voir ce que c'était que de regretter vraiment la RDA, cette fois. Parce que là, le discours est clairement politique. Hein. Ce n'est pas du tout les bricolages identitaires. Donc, ça m'a beaucoup intéressé. J'y ai consacré tout un chapitre. Enfin, dernier aspect peut-être introductif. Je vous l'ai dit, je suis parti de ce territoire, hein, qui m'a fasciné. Et quand je dis que je suis allé vraiment partout. Hein, je me suis promené. Il y a beaucoup de gens qui parlent de la RDA. Ils sont allés à Berlin 2 fois. C'est intéressant, Berlin, mais je crois qu'il faut que, y compris des germanistes, j'ai l'impression qu'ils parlent toujours de Berlin quand ils parlent de la RDA. Et encore de Berlin, mythe. Et donc moi, ce qui m'a frappé, c'est que l'ancienne RDA, l'Allemagne de l'Est, ben c'est plus grand que Berlin. Hein, c'est partout. Donc ça demande une enquête de terrain. Et ce qui m'a frappé partout, j'en reviens encore, hein, je continue. Hein, parce que mon prochain livre, il y a le 2e volume qui va sortir à la rentrée, qui est un peu différent, je vous en parlerai si on a le temps. C'est que ce qui m'a frappé, c'est que dans les lieux où je suis allé, qui étaient abandonnés, c'est qu'on peut rentrer dans beaucoup de ces lieux en étant un peu sportif ou audacieux, ou les deux. Je ne suis pas très sportif, mais je me suis devenu avec ces lieux-là. C'est que je suis rentré dedans une fois par hasard. La première fois, c'était pour voir, parce que c'était une brasserie abandonnée. Et puis je me suis dit, je vais voir ce qu'il y a. Et en rentrant dedans, j'ai découvert, j'ai consacré un chapitre dans le livre, un dossier personnel qui datait de l'époque de la RDA, d'un chauffeur qui était alcoolique, et il y avait son dossier personnel. Il était par terre sur le sol. Je me suis dit, bon, j'avais déjà fait un peu de balade comme ça ailleurs, j'avais jamais vu ça encore, le dossier vraiment avec marqué Vertraulich, etc. Donc un dossier, comme en plus les dossiers RDA, quand c'est personnel, c'est plus personnel qu'un dossier, je pense, dans une entreprise française à la même époque, hein, notamment en termes politiques, hein, parce qu'on connaît les engagements de ses parents, etc. Et puis j'ai trouvé beaucoup d'objets de l'époque de la RDA aussi, qui étaient restés là. Hein, parfois qui avaient 30, 40 ans, des modes d'emploi de machines, etc. Donc je me suis dit, c'est intéressant. Et donc j'ai commencé systématiquement à faire ce qu'on appelle, vous l'avez dit en introduction, de l'exploration urbaine, c'est-à-dire que j'ai commencé à rentrer systématiquement dans les lieux abandonnés pour voir ce qu'il y avait dedans. Et pourquoi j'en ai fait aujourd'hui 250 environ. Et pourquoi j'ai continué, parce qu'on pourrait dire que c'est un peu répétitif, c'est qu'en réalité, ces lieux sont chargés de trésors. On y trouve beaucoup de choses et qui sont liées avec l'abandon. Donc c'est pour ça qu'en réalité, il y avait une cohérence. On y trouve d'abord beaucoup d'œuvres d'art encore, de fresques, de peintures de l'époque de la RDA, qui sont donc sans doute considérées comme sans valeur. Et donc j'ai pris beaucoup de photos, parce que ça m'a fasciné. Hein. Il y a des mosaïques, des peintures, des sculptures qui sont à l'abandon. On y trouve beaucoup d'objets industriels ou beaucoup d'objets personnels. Hein. Vous pouvez trouver des cartes syndicales, vous pouvez trouver des vestes, des blouses,
vous pouvez trouver des archives personnelles, et c'est ça qui m'a le plus frappé, c'est qu'on y trouve en fait, et parfois dans certains lieux même, on y trouve parfois toutes les archives de l'entreprise complètement à l'abandon. Et là, je suis allé me promener dans le Brandebourg, et je me suis dit, bon, vous savez, c'est intéressant, quand vous avez fait un livre, vous dites, est-ce que tu n'as pas trop formalisé, est-ce que tu n'as pas exagéré, est-ce que de quelques cas, tu n'as pas fait une généralité? Donc là, je suis dans la phase, évidemment, de retour critique sur ce que j'ai fait. Et donc, du coup, quand je retourne en Allemagne, c'est assez sympathique, je teste mes propres hypothèses en disant, est-ce que tu n'as pas forcé le trait, est-ce que tu as bien vu les choses? Puisque maintenant, je ne peux plus le réécrire, donc il faut que j'assume mes hypothèses. Donc, je regarde. Et là, je continue donc à faire de l'exploration urbaine. Je suis rentré dans une usine de meubles à Wittstock. Il y avait tout. Il y avait toutes les archives depuis les années 30 qui étaient à disposition. Il y avait toutes les archives, il y avait tous les panneaux sportifs du club. Il y avait encore aussi comme on dit, des panneaux muraux où les ouvriers avaient raconté l'histoire de l'entreprise. On avait l'impression qu'on était en 89-90. Et donc, du coup, ce qui m'a fasciné, ce qui a aussi justifié ce livre, j'avais envie de parler de toutes ces découvertes et de les interroger. Encore une fois, des archives qui sont colossales. Alors, des archives, vous pourrez me dire, OK, on en trouve aux archives aussi. Pourquoi aller dans des lieux? D'abord, ces archives, elles sont parfois très riches. J'y ai trouvé les protocoles de réunion du parti, manuscrits, par exemple, certaines fois. J'y ai trouvé des procédures contre des gens qui étaient exclus du parti, notamment, par exemple, pour des délits sexuels. Donc, il y a aussi des choses extrêmement personnelles et délicates, même sur le plan du droit. J'y ai trouvé, évidemment, beaucoup de propagande politique ou de tas d'autres choses. Donc, c'est des archives qui sont parfois tout à fait riches et exceptionnelles, sans compter les objets, les œuvres d'art. Et donc, du coup, j'ai envie d'en faire l'histoire et de raconter. Et alors là, une critique qui pouvait être faite, c'est de dire, mais finalement, tout ça, on le trouve ailleurs. Des photos d'œuvres d'art dans les entreprises, ce n'est pas un scoop, tout le monde le sait. Il y a deux expériences spécialistes de la RDA, je ne leur apprendrai rien si je leur dis qu'il y avait un art réaliste socialiste dans les entreprises. Ni non plus que vous trouverez des objets qui viennent de tous les pays du Comecom à l'intérieur, puisqu'évidemment, voilà. Mais il me semble, et ça je crois l'avoir montré dans le livre, en tous les cas je le soumets au lecteur, c'est que vous n'écrivez pas la même histoire quand vous avez découvert un dossier dans la boue, ou quand vous avez vu une affiche lacérée sur un mur, ou si vous l'avez vu dans un fonds d'archives parmi tant d'autres. Je pense qu'il y a dans l'écriture, dans le rapport au sujet, dans les questionnaires que vous vous posez, dans les interprétations, quelque chose d'autre. Et je pense que les réactions me disent que je suis là, je pense que j'ai eu raison, parce que quand je vois les réactions, le livre a maintenant quelques mois, donc j'ai quand même eu la chance d'avoir beaucoup de réactions, que cette dimension sensible, elle a permis de discuter d'histoire avec des gens un peu différemment que si j'avais vu le même dossier personnel dans une archive, dans une série. C'est pas pareil de l'avoir ramassé dans la boue, et parfois vous l'avez ramassé vous-même, c'est-à-dire que ce dossier à Schwerin, il était éparpillé. Il était éparpillé, donc c'est moi qui l'ai reconstitué comme un objet. Il n'était plus objet. Il n'était plus objet. Et pourquoi je l'ai reconstitué? Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire de la RDA. Mais il y a parfois des documents sur tout contemporain. Quand l'usine a été abandonnée il y a 5 ou 6 ans, vous avez des documents des années 2000. Et celui-là, on le voyait parce qu'il était jauni, le papier. Donc parmi des milliers de papiers récents, j'allais de papier jauni en papier jauni. Donc vous voyez, j'ai reconstitué moi-même l'archive à partir d'un processus qu'on peut discuter. Et dans certains autres cas, c'était beaucoup plus facile. Donc du coup, je pense qu'en termes d'écriture, ça joue. Ça joue aussi parce que du coup, j'ai essayé parfois, je ne l'ai pas fait tout le temps, parce que c'est compliqué, de rencontrer les gens dont j'avais trouvé les dossiers dans la boue, pour me demander finalement que faire avec eux. Est-ce qu'ils existaient bien, ces gens? Et pourquoi est-ce que leur histoire était dans la boue, finalement? Et il y en a que j'ai rencontrés. C'est pas tout simple, c'est pas tout simple, mais ça m'a permis, je crois, du coup, d'écrire aussi l'histoire un peu différemment avec cette exploration urbaine. Donc, vous le voyez, il y a à la fois un rapport au lieu qui est très intense, très sensible, une méthodologie d'enquête qui est très particulière et discutable, et des résultats aussi très précis, qui est d'abord l'ampleur du processus d'abandon. Encore une fois, je vous ai donné l'exemple. La manière aussi très bricolée dont tout ça est traité. Et sans doute, troisième élément pour ouvrir aussi la discussion, c'est combien les Allemands de l'Est se saisissent par des voies qui ne sont pas les voies officielles de ce souvenir-là. Et c'est d'ailleurs, et c'est évidemment un dernier point, après le premier je m'arrête, c'est qu'évidemment c'est un enjeu très politique. Parce que pourquoi est-ce qu'on a qualifié ça de vague nostalgie, la manière dont les Allemands de l'Est se saisissent de leur passé?
Alors, parce qu'il y avait des choses qui pouvaient paraître ridicules à d'autres, notamment lorsqu'ils remettaient les chemises qu'ils avaient jetées autrefois des yachts. On disait, vous voyez, les types qui ont 30, 40 ans, ils ont jeté ça en 89, maintenant ils se remettent à danser dans une boîte de nuit avec des chemises bleues, comme à la grande époque. Donc on les a taxés un peu de nostalgie ridicule. Pourquoi en réalité? Parce que l'enjeu est fondamentalement politique, c'est que la nostalgie est vue comme un refus de la démocratie, comme un refus de l'Allemagne telle qu'elle est, et comme un profond refus politique de l'Allemagne unifiée. Donc en réalité, la nostalgie est une vague contre laquelle il faut lutter. Ce n'est pas une analyse objective d'une situation sociologique. Quand on écoute les collègues allemands, c'est une situation politique contre laquelle il faut prendre des mesures. Et c'est pour ça qu'évidemment, quand on veut avoir un peu de distance et ne pas être dans le jugement en permanence, on se rend compte que le terme est inadapté. Voilà donc pour te répondre un peu longuement, pardon, à ces deux questions de pourquoi la RDA et comment. Enfin, en tous les cas, certains. Merci. Je permets tout de suite de réagir sur un point, puisque justement, quand on ouvre le livre, il y a tout de suite une carte avec tous les endroits que vous avez parcourus. Mais on aimerait peut-être connaître la façon comment cet itinéraire s'est constitué, comment vous avez choisi d'arriver à ces différents endroits. Est-ce que c'était par ce guide de 74, par les monuments, par quel moyen s'est fait ce parcours? Ça m'intéresserait beaucoup. Et puis aussi des traces, certes, mais des traces pour faire quelle histoire? Je doute, puisqu'il y a un peu des deux. Pour faire une histoire de la RDA, pour faire une histoire de la société post-RDA, qui sont deux choses qui évidemment sont imbriquées, mais qui sont deux choses différentes. Peut-être là, on pourrait peut-être encore revenir avant de passer à la question des archives qui se posera Sonia Combe. Promis, je réponds plus brièvement. Alors, quel itinéraire? Alors, c'est là où, évidemment, l'historien intervient. À partir du moment où j'ai voulu faire un livre, il y avait un souci de représentativité. Donc, j'ai cherché des zones à la fois très urbanisées, plus rurales, des zones très industrialisées, d'autres qui l'étaient moins. Et effectivement, je me laissais beaucoup guider par le discours de la RDA sur elle-même. Par exemple, les lieux qui m'intéressaient le plus, c'est ceux qui étaient mythifiés par la RDA ou qui étaient mis en avant. Par exemple, je suis allé dans des lieux, bon, il y en a, je ne sais pas dans quelle mesure le public connaît bien la RDA, mais il y a un lieu avant même de m'y intéresser que tout le monde connaissait, c'était la pompe noire, la Schwarzpumpe, qui était l'immense combinat énergétique dans les Lusaces. Donc ça, c'était le truc du régime, l'industrie. Donc pour moi, c'était un mythe, la Schwarzpumpe. Donc il n'était pas question de ne pas aller voir ce qui pouvait en rester aujourd'hui. Donc du coup, il y a cet aspect-là, c'est-à-dire rentrer dans le discours de la RDA pour voir ce qu'il en reste aujourd'hui. Ça, c'est un des éléments qui a guidé l'itinéraire. Bon, ensuite, il y a des côtés. Alors, ensuite, il y a des côtés, comment dirais-je, évidemment de hasard. Par exemple, encore une fois, pour les vacances d'été, je vais là où il y a des lacs. Donc, ce n'est pas un critère très scientifique. Et du coup, j'en profite toujours pour me promener. Mais le critère scientifique, c'est la représentativité et puis le discours de la RDA sur elle-même. Troisième critère, mélangé avec l'arbitraire, c'est quand même l'idée, effectivement, de suivre la documentation. La documentation, donc là, quelle documentation? D'abord la documentation de la RDA, tu l'as dit, mais il y a autre chose, c'est que ce qui m'intéressait, c'était l'urbex. Parfois, j'ai beaucoup de temps, parfois, j'en ai pas beaucoup. Donc, il faut être efficace en urbex parce que vous n'êtes pas sûr de trouver une usine dans laquelle vous pouvez rentrer. Parce que je ne vous parle pas des techniques d'urbex, comment vous rentrez, comment vous restez, etc. On pourra en discuter. Et donc, du coup, il y a aussi beaucoup de gens qui urbex. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une communauté d'urbexeurs, de gens qui vont visiter les sites abandonnés, qui ne s'intéressent pas spécialement à l'histoire, ou pas forcément à l'histoire, qui peut s'intéresser simplement à l'aventure, à l'esthétique, au plaisir de rentrer dans des lieux interdits. Et ces gens-là, ils montrent leurs exploits sur Internet. Donc j'essayais quand même de cibler des zones où je savais qu'on pouvait faire de l'urbex, parce que, bon, je pourrais vous parler des heures d'urbex, mais il y a des zones, par exemple, où les municipalités ont décidé de tout fermer et de bien garder. Donc si vous arrivez au fin fond de la Saxe, puis vous êtes tombé sur la seule municipalité où vous ne pouvez pas rentrer, c'est un peu dommage, vous perdez beaucoup de temps. Donc j'utilisais aussi ce que mes prédécesseurs urbexeurs avaient visité. Donc je savais qu'il y avait du travail, si l'on peut dire. Voilà pour les trois critères. Ensuite, quelle histoire? Tu as raison de signaler. Il y a une ambiguïté. C'est qu'au départ, mon but, je ne suis pas un historien de la RDA, comme Sonia, qui elle a vraiment travaillé sur la RDA. Moi, je me pensais historien de la post-RDA, de ce paysage dont je décrivais.
Mais en réalité, et c'est là où beaucoup de gens ne comprennent pas qu'écrire un livre, ce n'est pas faire une thèse. Vous devez parler à des gens. Vous devez parler à des gens. Et donc, du coup, quand vous écrivez un livre, vous n'écrivez pas que pour vous, pour faire plaisir aux spécialistes, en délimitant une borne, en disant bah non, moi je suis spécialiste de partir de 90, d'octobre 90. Donc vous dites, si je veux raconter tout ce que je vous ai dit très brièvement en introduction, comment est-ce que je vais emmener les gens dans cette histoire-là? Et je me suis dit, progressivement, si on veut raconter l'abandon et l'oubli, vous êtes bien obligé de raconter ce que c'était avant, un minimum. Qu'est-ce qu'on a oublié? Qu'est-ce qu'on a abandonné? Sinon, à part le spécialiste, vous allez trouver ça un peu aride ou difficile à comprendre. Et du coup, je me suis dit, cet abandon, il doit m'amener aussi à raconter l'histoire de la RDA. Donc c'est un peu le sujet qui m'a amené, mais parce que c'est un livre, encore une fois, parce que ce n'est pas une thèse, parce que ce n'est pas une habilitation. Hein, donc du coup, je voulais raconter les choses. Donc la dimension du récit implique que quand vous parlez d'abandon, d'oubli, que vous racontiez la RDA. Et c'est drôle parce que, pour vous dire à quel point c'est une déformation, mon premier livre, c'était sur les soldats fusillés de 14-18. Ce qui m'intéressait à l'époque, c'était dans les années 90, ce n'était pas du tout les exécutions à la guerre de 14-18. C'était la mémoire, parce qu'il y avait eu beaucoup de débats autour de ces soldats. Hein, est-ce qu'on avait fusillé à tort ou à raison? Et donc j'ai voulu faire un livre sur la mémoire. Ça me passionnait parce qu'on en discutait. Lionel Jospin avait fait encore un grand discours en 98 lorsqu'il était Premier ministre. Et donc du coup, j'ai fait un livre sur la mémoire et je me suis dit, pareil, mais les gens ne vont pas comprendre ce que je raconte si je n'explique pas ce que c'est que la justice militaire. Et par un hasard extraordinaire, j'ai eu la chance d'avoir un des premiers à qui on a ouvert les archives de la justice militaire. Sonia connaît bien ça autrement. Et du coup, j'ai fait un chapitre introductif à ce livre, qui est un livre sur la mémoire, sur les exécutions. Et depuis 20 ans, personne ne s'intéresse à ce que j'ai écrit sur la mémoire des fusillés, mais tout le monde me demande des trucs sur le premier chapitre, sur l'histoire des fusils. Hein, donc vous voyez, le récit, ça peut quand même vous emmener très loin. Hein, c'est un livre qui a eu du succès, je ne m'en plains pas, mais le nombre de gens qui m'ont vraiment envie de discuter sur ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire les 3/4 du livre, la mémoire, comment s'est construite la mémoire des fusillés, ça n'a intéressé quasiment personne. Par contre, le premier chapitre, comment les gens étaient fusillés, pourquoi, etc., qui pour moi était une introduction à comprendre les enjeux, est devenu le cœur du débat. Donc vous voyez, et ça je trouve que c'est intéressant, c'est l'histoire d'un écrit, c'est l'histoire d'un livre, c'est pas l'histoire Et du coup, voilà pourquoi les deux s'entremêlent. Pas pour des raisons finalement de logique intellectuelle, mais parce que j'avais envie de tout ce que j'avais ressenti, j'avais envie que les gens le partagent. C'est pour ça que j'ai écrit un livre. Voilà, donc peut-être sur la question de la vision de la RDA et la vision de la société post-RDA, de la société est-allemande après 90, ça serait un point qu'on pourrait aborder avec une grande spécialiste de cette société-là. Oui, alors je voudrais tout d'abord revenir sur ce que vous avez dit au départ, Christian. Vous avez dit que, et ça met en valeur, d'ailleurs, enfin, on s'interroge sur le succès du livre de Nicolas, précisément, parce que vous avez dit, et je ne suis pas d'accord avec vous, mais je pense qu'il n'y a aucun, c'est pas grave du tout, vous avez dit que en France, il y avait un grand intérêt pour la RDA, il y avait un intérêt pour la RDA. En fait, c'est pas du tout vrai. En France, jusqu'en 1989, il n'y avait aucun intérêt pour la RDA. Ça, je peux vous l'assurer. On discutera après. Non, mais ça, je peux absolument vous l'assurer, pour la simple raison que je me souviens, moi, j'avais travaillé, j'ai fait ma thèse sur l'Union soviétique, et j'étais en histoire, en ce qu'on appelait la soviétologie. J'étais donc en histoire russe et soviétique, et nous étions un petit groupe de chercheurs à l'EHESS, autour de Pierre Kandé, qui était un sociologue hongrois. Nous étions donc, je ne sais pas, une vingtaine de jeunes chercheurs sur les pays dits de l'Est à l'époque. Et un jour, Kandé dit, écoutez, la recherche française là, sur l'Allemagne de l'Est, on est vraiment terriblement tributaire de la recherche ouest-allemande. Or, les Allemands de l'Ouest ne sont peut-être pas les chercheurs les plus qualifiés pour parler de l'Allemagne de l'Est. Et il pose la question et il dit, bon, alors, il faudrait qu'ici, là, il y en ait qui se mettent à travailler sur la RDA. Qui c'est l'allemand? Personne. Les gens savaient le tchèque, le polonais. Alors moi, timidement, j'étais à l'époque responsable du département allemand, donc je ne pouvais pas cacher que je savais lire l'allemand et le parler un peu. Donc j'ai levé le doigt et il me dit, bon, mais très bien, Sonia, maintenant vous vous occupez de la RDA. Et j'étais comme ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. C'était le pays, dans le monde des soviétologues, c'était le pays auquel on s'intéressait le moins
et qu'on aimait le moins parce que non seulement ils étaient allemands, mais ils étaient communistes. Donc c'était vraiment... Alors évidemment, il y avait parmi les germanistes, il y avait des gens, et heureusement, grâce à des germanistes qui étaient plutôt proches du Parti communiste ou au Parti communiste, mais grâce à eux, on a eu accès à la traduction des textes comme ceux de Christa Wolf, de Volker Braun. Heiner Müller, c'est un peu différent, il était tellement... génial comme dramaturge, qu'il a franchi les frontières sans vraiment que les germanistes viennent l'aider. Mais enfin, on aurait pu passer tout à fait à côté d'écrivains comme Christa Wolf, s'il n'y avait pas eu donc ces germanistes. Mais ces germanistes-là n'étaient absolument pas en soviétologie. Ce n'étaient pas des historiens, ils étaient dans le domaine de la littérature. Et je peux vous garantir que dans les départements d'allemand, dans les années 70, il y avait des enseignants qui enseignaient l'allemand jusqu'à la langue, enfin, les auteurs allemands jusqu'à Thomas Mann, et peut-être un peu au-delà après pour ce qui est des écrivains ouest-allemands, mais qui ignoraient volontairement les écrivains est-allemands. Voilà, il fallait, comme Uwe Jönsson par exemple, avoir franchi le mur, être passé de l'autre côté, avoir choisi la liberté. Je pense qu'Uwe Jönsson n'a jamais employé cette expression, mais enfin, là, pour qu'on s'intéresse à lui. Donc, il y avait quand même un regard très dépréciatif sur l'Allemagne de l'Est. Ça avait un petit peu changé quand il y a eu le centre culturel est-allemand qui avait été ouvert au boulevard Saint-Michel dans un très bel... Saint-Germain, pardon, dans un très bel immeuble. Et d'ailleurs, je ne sais pas si... Je crois qu'il y a toute une histoire autour de ce les traces de cet institut allemand. Mais encore une fois, non, il n'y avait pas vraiment d'intérêt pour la RDA. On était mais vraiment prisonniers de clichés, y compris dans le monde intellectuel, dans le monde des historiens, des chercheurs, où on est censé justement avoir une pensée critique et essayer d'éviter les clichés. Voilà. Alors, l'économie est-allemande, je ne sais pas si on pensait qu'elle était si performante que ça. De toute façon, on était persuadé que l'Allemagne de l'Est était absolument à la fois subventionnée par les soviétiques et par la RFA, et on ne s'intéressait guère à ces performances. Alors, les choses ont changé après. Hein. La chute du mur de Berlin, alors personne ne l'a vu venir, ça c'est sûr. Même pas les espions, et Dieu sait s'ils étaient nombreux à l'est comme à l'ouest de Berlin. Personne ne l'a vu venir. Bien. Et c'était même c'était quelque chose d'extraordinaire. Cette cécité était extraordinaire parce que en Allemagne de l'Est, moi j'y allais très souvent à ce moment-là. J'étais souvent à Berlin, excuse-moi Nicolas, mais c'était plus drôle quand même qu'à Erfurt. Et à Berlin, alors j'étais du côté de Pankow, hein, pas tellement dans Mitte, mais du côté de Pankow, et je revois maintenant ces amis qui étaient à la fois des collègues, devenus plus ou moins des amis, qui étaient désespérés en disant « ça bougera partout, mais ça ne changera jamais chez nous ». Mais je crois qu'ils l'ont dit jusqu'à septembre 89. Hein. Voilà, ça devait bouger. Alors évidemment, ça bougeait en Union soviétique, ça ne faisait que bouger depuis 5 ans. Ça craquait de toutes parts. La Pologne, depuis 10 ans, 20 ans, mais les Polonais, c'est tout juste... Enfin, les Polonais, ils avaient comme habitude de se rebeller. Donc. Mais bon, il y avait les Hongrois. Alors les Hongrois qui avaient réussi à quand même rendre la société vivable. Alors, vivable du point de vue de la liberté d'expression, hein, je veux dire. Parce que sinon, c'était assez vivable, la Hongrie, du point de vue matériel. De même que la RDA, malgré tout ce qu'on peut dire. Bon, mais on avait le sentiment que jamais rien ne bougerait là, en RDA. Bien. Je vous donne un dernier exemple, et après on passera à cette RDA qui subsiste dans les mémoires et au travail de Nicolas. Je me souviens que je faisais partie de la rédaction d'une revue qui était une revue sommet scientifique. On était des chercheurs à l'intérieur, tous, sur les pays de l'Est. Et j'écrivais sur la RDA, puisque c'était mon champ, la RDA. Et j'ai eu un jour, j'ai une opposition totale avec un autre chercheur qui parlait des jeunesses est-allemandes en disant les hétéro-communistes. Et c'était tellement énorme de dire ça.
hitléro-communiste, c'était exactement, je m'en souviens, en 88, c'était l'été 88, moi j'avais été à Berlin cet été-là, il y avait eu le grand concert de Bruce Springsteen sur le mur. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et Bruce Springsteen a donné un concert du côté du mur de façon à ce que l'Est et l'Ouest peuvent se rencontrer. Et là, il y avait toute cette jeunesse est-allemande qui était là, hitléro-communiste. Comment on pouvait dire une chose pareille? Et je me suis indigné. Bon, dans le comité de rédaction, on m'écoutait, on se disait oui, peut-être qu'elle connaît un peu mieux le sujet que le chercheur qui avait proféré cette énormité. Mais enfin, personne n'était convaincu qu'il avait eu complètement tort. Vous voyez, donc c'était vraiment un climat très, très particulier. Et je disais tout à l'heure à Nicolas en venant ici que malheureusement, je n'arrivais pas à obtenir tous les articles que j'avais écrits dans Libération à l'époque. Alors, je n'avais pas fait de l'urbex, mais j'avais fait quelque chose qui était très intéressant. C'est que Libération m'avait demandé si, lorsque je faisais mes missions à l'Est, je pouvais écrire les papiers société ou parfois même les papiers un peu politiques. Et tout ça parce que personne ne voulait aller en RDA. C'était simple, aucun journaliste ne voulait y aller. De toute façon générale, les journalistes n'aimaient pas tellement se promener à l'Est parce que c'était pas très confortable. Les hôtels n'étaient pas très bons, c'était compliqué, tout ça. Ils se sentaient surveillés et tout. Il y avait des exceptions. Moi, je travaillais avec Véronique Soulet à Libération, qui, elle, n'hésitait pas à sillonner avec une très belle constance tous ces pays. Mais enfin, bon, la RDA, on me l'avait donnée. Et c'est comme ça que avec le journalisme, il fallait que je fasse papier société, donc je me suis attachée à des détails. C'est-à-dire, j'ai essayé de comprendre cette société en me dégageant évidemment des clichés, mais en essayant de regarder là où on ne posait pas les regards. Et j'avais des entrées en matière, moi c'était un peu les cimetières, par exemple, que je trouvais extrêmement intéressants pour plusieurs raisons. Est-ce qu'ils étaient soignés, pas soignés, enfin entretenus plutôt, pas entretenus, quelles tombes étaient mises en valeur, et dans les villages aux alentours de Berlin, voilà, il y avait aussi les monuments à la gloire de l'Union soviétique. Alors je regardais tout ça avec beaucoup d'intérêt. Je parlais aux gens autour pour savoir quel était le rapport avec cette Union soviétique quand même. Et j'ai fait comme ça j'ai été très surprise par la façon dont l'Union soviétique, c'était pas vraiment, c'était pas du tout l'image de l'armée rouge arrivant et violant toutes les femmes. Il y avait cet aspect-là. Alors, en Occident, on le savait. Donc ça, j'avais la tête pleine d'histoires de l'armée rouge et des viols de l'armée rouge qui ont absolument existé. Hein. Le problème n'est pas là. Mais dans la mémoire des populations qui vivaient tout autour de Berlin et qui avaient des statues, des monuments en honneur de l'armée rouge, je n'ai pas senti d'animosité. Maintenant, est-ce que les gens avaient peur que la Stasi allait les observer, etc. J'en suis pas si sûr que ça. Voilà, alors maintenant, je vais en venir au travail de Nicolas. Alors, j'ai fait ce long préambule parce que c'est pour dire que c'est assez surprenant que ton livre ait rencontré un tel succès et intérêt. Alors en France, tu me dis aussi en Suisse, c'est assez surprenant. Je suis curieuse de savoir s'il est traduit en allemand, la réception qu'aura ton livre. En tout cas, en France, à part les réactions, tu m'avais informé d'un germaniste distingué qui s'était indigné parce que tu avais oublié de mentionner que la RDA avait été une horrible dictature. Mais comme tu dis, ce n'était pas ton propos. Tu ne portais pas un jugement sur le régime est-allemand, c'était autre chose. Mais à part ça, dans l'ensemble, donc, cette démarche qui était étonnante, bon, moi je l'ai lu et j'ai trouvé que c'était même... il y avait un côté même ludique quand je lisais ton livre. Je t'imaginais bien déjà comment fouillant, un peu intrusif, un peu téméraire comme ça, et je trouvais ça assez amusant. Alors en plus, c'est vrai que moi je n'ai pas l'habitude d'enjamber les barrières pour aller voir qu'est-ce qui se cache derrière, mais j'imagine qu'effectivement il y avait énormément de choses à voir et que tu as encore certainement des choses à découvrir.
en sortant de ces sentiers battus. Donc tu as pris complètement à rebrousse-poil l'image de ce qui reste de la RDA, non pas de la RDA, mais de ce qui reste de la RDA. Alors, sortir des sentiers battus, on en arrive à ce qui m'a le plus intéressé dans ton ouvrage, hein, d'ailleurs, c'est ces petits musées personnels. Ces petits musées personnels, alors là, j'ignorais, à part certains hein, dont j'avais entendu parler, mais j'ignorais qu'il y en avait autant que ça. Et tu dis de ces petits musées personnels que c'est un discours, ils forment un discours de la RDA sur elle-même. Et c'est intéressant parce que ce discours de la RDA sur elle-même, on ne l'entend pas dans l'historiographie. L'historiographie sur la RDA, allemande sur la RDA, elle est entièrement entre les mains de chercheurs de l'Ouest. Et ils peuvent faire des très bons travaux. Hein. Je dis simplement que il n'y a pas ce discours de la RDA sur elle-même. Vous prenez l'Institut, un des instituts les plus, comment dirais-je, scientifiques, sérieux, à savoir le ZZF à Potsdam, hein, le Zentrum für Zeithistorische Geschichte à Potsdam. Bon, moi j'ai assisté à la création de cet institut, comment il s'est formé cet institut. Il s'est formé avec essentiellement des chercheurs de l'Ouest, en acceptant 2-3 chercheurs de l'Est, historiens de l'Est, tous les autres ayant été absolument disqualifiés par le processus d'évaluation qui avait eu lieu des enseignants et des chercheurs. Il y avait donc très peu de chercheurs de l'Est, et ça n'était pas très facile pour eux d'ailleurs de travailler dans les conditions avec leurs collègues de l'Ouest. C'est très amusant parce qu'on me racontait du temps de la RDA, quand ils nous invitaient, les collègues de l'Ouest, et qu'on avait la chance d'obtenir l'autorisation de se rendre à l'Ouest, ils nous aimaient beaucoup. Hein, ils sympathisaient beaucoup avec leurs collègues de l'Est. Du jour où on a été exclus du monde académique, ils ne nous connaissaient même plus. On était complètement délégitimés à leurs yeux. On n'avait plus aucune valeur. Les meilleurs d'entre eux avaient retrouvé des postes, ça et là, mais dans des moins bonnes positions qu'autrefois. Et le bouquet, ça a été un jour où je vois une exposition au Deutsches Historisches Museum à Berlin sur Alltag der DDR, ou je ne sais plus, voilà, faite par le ZZF. Et on commence l'exposition, c'était pour les 25 ans, je crois, de la chute du mur. Il y a 25 ans, les Allemands de l'Est ont acclamé l'unification. Alors déjà, ça me gêne parce que je sais qu'il y a une minorité, c'est celle la minorité sur laquelle j'ai travaillé maintenant pour mon prochain livre, il y a une minorité qui ne voulait pas la réunification. Et ce n'étaient pas tous des généraux ou des membres de la Stasi ou des caciques du SED. Non, je parle de ceux qui étaient restés loyaux vis-à-vis d'un idéal, un idéal social qui avait été dévoyé, certes, mais ils n'entendaient aucunement le quitter la RDA pour se retrouver en RFA. Ils avaient préféré rester dans des conditions difficiles, en énonçant une critique uniquement interne, parce qu'il ne fallait surtout pas nuire au parti, donc ne pas énoncer de critique à l'extérieur. Et ils se sont retrouvés, donc, c'est d'ailleurs le titre de mon livre, floués complètement par l'histoire. Et je vois, alors on commence l'exposition comme ça, et heureusement Nicolas, tu as évité tous ces lieux de mise en mémoire officielle de la RDA, ça ne t'intéressait pas. Et tu avais tout à fait raison. Alors, mais on commence l'exposition avec, voilà, il y a 25 ans, les Allemands de l'Est acclament l'unification, et on termine. Cette exposition a été faite par les historiens du ZZF en liaison avec la collaboration de leurs collègues de l'Est. Je dis, mais quel grossier faux! Mais vraiment un faux tout à fait grossier. Je savais très bien les problèmes internes qu'avait que posait régulièrement l'écriture de l'histoire de la RDA et pose encore dans cet institut 30 ans après. Et donc je voyais quand même dans le lieu le plus visité à Berlin comme musée d'histoire, à savoir le Deutsches Historisches Museum, je voyais que ce musée
prétendait faire ce qui n'était pas vrai, avoir fait ce qui était faux. En revanche, alors après, à l'intérieur, il y avait une quantité de choses qui étaient intéressantes. Hein. Je ne dis pas ça pour délégitimer l'entièreté de l'exposition, mais je dis l'introduction et la conclusion étaient un discours faux, ou en tout cas fortement nuancé. Je dirais quand même que la réaction par ces petits musées, c'est une réaction, je pense, à cette criminalisation de la RDA. C'est que finalement, cette RDA dans l'espace public, elle est considérée, elle n'est vue qu'à travers son aspect répressif, lequel a existé, mais il n'y avait pas que l'aspect répressif. Et tous les côtés, je dirais, positifs du point de vue de la vie en commun, de la sociabilité, des rapports sociaux, du fait qu'il y avait dans ces pays, en raison d'ailleurs souvent de la pénurie, il y avait plus de solidarité dans la société, parce que vous ne vous fâchez pas avec votre voisin quand vous savez que du jour au lendemain, vous pouvez lui demander où est-ce qu'on vend du papier hygiénique. Je me souviens que c'était une époque où il y avait une pénurie de papier hygiénique, et dès qu'on voyait quelqu'un avec un rouleau de papier hygiénique, on se précipitait, vous l'avez acheté où? Bien, bref, il y avait cette sociabilité, puis il y avait, tout était toute cette vie de l'usine, mais de l'usine, mais aussi de l'université, de l'usine à l'université, ça tournait autour du concept de collectif. Alors, ça nous paraissait un tout petit peu, moi, ça me paraissait un peu, je croyais que c'était un peu artificiel, cette histoire de collectif. Mais en fait, je pense maintenant, en lisant la littérature, mais en me lisant des auteurs comme Brigitte Reimann, que j'aime beaucoup, en regardant des films de la RDA, je vois que des films qui étaient souvent assez critiques, hein, et qui avaient du mal à passer, parfois qui restaient des décennies dans les tiroirs, mais il y avait le collectif, on appartenait à un collectif, et c'était pas complètement artificiel comme je l'avais pensé. Ça correspondait quand même à des liens sociaux qui s'étaient tissés. Alors, autour, je ne dirais pas identité est-allemande, vous avez tout à fait raison. Qu'est-ce que c'était que l'identité est-allemande? Je crois que vous avez dit quelque chose de très juste. Elle est apparue après la chute du mur. C'est là où l'identité est-allemande a commencé à exister. Avant, c'était... Il y avait des tentatives de créer une identité est-allemande. Souvent, des historiens essayaient de bricoler quelque chose autour de l'identité est-allemande. Je me souviens qu'il y a eu une époque où même on allait jusqu'à poser la question, est-ce qu'on parlerait toujours la même langue? Alors évidemment, il y avait des exemples pour vous prouver qu'on ne parlait pas toujours la même langue. Je me souviens du mot « parteilich », à savoir être en allemand de l'Est, ça signifie être proche du parti. Mais en allemand de l'Ouest, parteilich, ça signifie être partial. Enfin, de façon négative, alors qu'en Allemagne de l'Ouest, c'était une connotation positive. Alors vous aviez des mots comme ça qui, effectivement, pouvaient distinguer les deux langues. Mais enfin, je crois qu'il n'y a pas... Les gens qui ont fait des études de littérature en RDA n'ont rien à envier du point de vue de la connaissance de la langue à ceux qui ont fait la littérature, qui ont étudié la littérature en RDA. En RFA, pardon, excusez-moi. Alors, ce travail d'Urbex aussi, il est favorisé par le travail de la Treuhand. Et là, je crois que la Treuhand, c'est donc cette société fiduciaire qui a été chargée, au lendemain de la réunification, de privatiser l'industrie. Et les archives de la Treuhand commencent à être ouvertes, et on est de plus en plus dubitatif sur le rôle de la Treuhand. Alors les Allemands de l'Est, eux, avaient vécu le rôle de la Treuhand très vite dans leur chair, par les licenciements. Bon, après l'euphorie passée, le fait qu'on pouvait changer, c'est comme ça quand même que les Allemands de l'Est ont été emballés par la réunification, quand même pour des raisons économiques. Changer un marque Est contre un marque Ouest, c'était fantastique quand même. Il y a eu une hausse du niveau de vie prodigieuse dans les quelques années qui ont suivi la chute du mur. La chute du mur. Bon, bien alors ensuite, on a beaucoup déchanté. Et la privatisation du tissu industriel de la RDA a conduit à l'abandon de ces lieux et au fait que personne
personne ne s'y intéresse. Ce qui différencie le sort de la RDA des autres pays de l'Est, c'est que la RDA a été un État littéralement absorbé, avalé par l'Allemagne de l'Ouest. Et ça a été comme on peut dire, une capitulation sans condition. Ça a été tout de suite, comme ça, sans condition. Il aurait pu, certainement que l'unification aurait vu le jour, mais elle aurait pu être plus lente, une confédération comme certains le voulaient, et un acheminement vers une unification. Mais là, elle a été littéralement avalée. Donc ce qui est intéressant, c'est que pour un historien du contemporain, c'est qu'on a sous les yeux un pays qui a disparu du jour au lendemain, et finalement c'est un médiéviste qui fait un livre et qui dit, ben voilà, je ne suis pas du contemporain, mais je vais vous dire, ce pays a disparu. Vous avez perdu une belle occasion de travailler sur un sujet que nous autres médiévistes, par exemple, j'imagine, tous les jours vous travaillez sur quelque chose qui a disparu. Mais là, on avait sous les yeux donc un pays qui a disparu, totalement, ce qui n'est pas le cas, même s'il y a des similitudes, ce qui n'est pas le cas pour les autres pays ex-pays de l'Est, parce que la différence entre la RDA et ces autres pays, c'est qu'en RDA, l'État a été complètement absorbé, la société a été remaniée, l'État a été absorbé, mais la Pologne est restée la Pologne, l'État polonais est resté. Donc l'État polonais ou l'État hongrois, l'État tchèque a dû gérer cette transition et ce passage à un autre régime. C'est le régime qui a disparu, le régime politique qui a disparu dans les autres pays, mais pas l'État. Or, en Allemagne de l'Est, c'est non seulement le régime politique qui a disparu, mais l'État lui-même. D'où ces lieux à l'abandon qui, encore une fois, me semble... C'est quelque chose que j'ignorais totalement. Hein. Ça a pu m'arriver de voir des lieux à l'abandon, mais bon, je crois que c'est vrai qu'il faut vraiment franchir les... Enfin, il faut avoir le goût de la recherche comme celle que tu as eue. Voilà. Alors sinon, je dirais, dans cette réaction, pour terminer, dans cette réaction à la criminalisation de la RDA et à cette nostalgie qui en est le produit, finalement, qui ne signifie absolument pas la nostalgie des aspects tout à fait négatifs de la dictature est-allemande, il faut bien dire quand même le terme de temps en temps, même si je ne l'aime pas trop, parce qu'on finit par le mettre sur le même plan que la dictature nazie, et ça, je pense qu'il y a... c'est pas politiquement correct, on va dire, pour l'instant. Voilà. Donc... excusez-moi, j'ai perdu le fil là de ma... Oui, cette nostalgie qui est la réaction à l'écriture post-communiste est une réaction extrêmement intéressante. C'est une réaction très saine d'ailleurs. Alors maintenant, il faut voir jusqu'où ça peut aller, parce qu'il y a des aspects aussi qui parfois sont un petit peu inquiétant, mais bon, c'est un autre sujet. Mais je sais que quand on lit le courrier des lecteurs, c'est ce que je fais très souvent, je lis le courrier des lecteurs de la Berliner Zeitung, très souvent 30 ans après, et là on se dit, mais c'est incroyable, 30 ans, bon, à l'échelle d'une vie humaine, c'est important, à l'échelle de l'histoire, c'est pas grand-chose, mais à l'échelle d'une vie humaine, 30 ans, c'est important. Mais on est très étonné, dans le courrier des lecteurs, de voir des réactions de lecteurs de l'Est disant « Écoutez, j'en ai assez qu'on me dise que je suis immature, que j'ai été materné ou paterné par un État totalitaire, que je suis incapable de me débrouiller par moi-même, etc. » J'en ai assez d'entendre ce discours. Ce qui veut dire que donc, 30 ans après, on est toujours dans ce discours-là. Et donc, ces petits musées sont une réaction, encore une fois, saine et très intéressante à l'écriture de la RDA, à l'écriture dominante de la RDA. Il y a bien sûr des écritures marginales et parallèles, mais en ce qui concerne l'écriture qui a de l'histoire de la RDA
qui est le mainstream, on va dire. Hein. C'est quand même celle qui est produite par les instituts de recherche et les universités. Voilà. Merci. On va bientôt vous donner la parole. J'imagine que Nicolas aimerait réagir sur ces propos. Moi, je voulais dire 3 toutes petites choses. En ce qui concerne le succès du livre en France, ça ne m'étonne pas du tout. Au contraire, la RDA passionne les Français, ça l'a toujours passionné. Et il ne fallait pas connaître beaucoup de choses sur la RDA pour s'intéresser à la RDA. Au contraire, on sait très bien que dans les premières décennies de l'existence de la RDA, on avait peu d'informations, voire aucune information sur la RDA en France. Et pourtant, il y avait pas mal de gens qui s'y intéressaient, qui voulaient absolument y faire des voyages, y compris nombreuses parlementaires, y compris nombreuses ministres, qui ne pouvaient pas le faire. Vous avez là derrière des représentants d'une petite association qui servait en quelque sorte d'un relais inofficiel, certes, en lien avec un milieu de gauche, certes, mais un milieu... Dites plus un milieu de gauche, dites-le, pour situer. Non, non, c'est pas nécessaire, on peut en discuter. Non, il faut situer le milieu de gauche, arrêtez là. Non, mais moi, j'aime bien... ok. C'est un autre débat, on va dire. Mais non, mais dites-le, ce milieu de gauche, il faut le situer. Il était... C'est pas la question de la soirée, mais la question, c'est pourquoi les Français se sont intéressés à cette Allemagne qu'ils ne connaissaient pas. C'est puisqu'ils avaient un intérêt pour l'Allemagne, tout en rejetant une autre Allemagne, celle qui était devant eux, la République fédérale d'Allemagne, qu'ils connaissaient notamment dans les années 50 à travers le débat sur l'armement. Et donc, par opposition, il ne fallait pas, encore une fois, connaître la RDA pour s'y intéresser. Mais ça, c'est une question de mécanisme de perception qu'on connaît depuis le 19e et depuis Madame de Staël et depuis la guerre de 1870-71. Mais ça, c'est une autre question. Après, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit sur les Allemands de l'Est qui ne sont pas maîtres de leur histoire. Vous avez raison, certes, que pendant des longues décennies, je dirais pendant 20 ans, les Allemands de l'Ouest avaient une maîtrise quasiment exclusive sur cette histoire, mais je devrais quand même dire, ou il faudrait quand même nuancer par rapport aux dernières 10 ans. Il y a toute une nouvelle génération de chercheurs qui travaillent sur la RDA, qui viennent de la RDA. Il y a nombre de chercheurs qui ont publié sur la RDA, qui ont une histoire RDA. Donc, je ne suis pas aussi pessimiste. En fait, les choses sont en train de changer. Et quand on compare la manière dont le discours officiel, comme on a fêté les 20 ans de la chute du mur et les 25 ans de la chute du mur, on voit tout à fait un changement du discours officiel par rapport à la RDA. Justement, puisqu'on avait compris qu'on ne pouvait pas continuer dans cette façon de faire la morale aux Allemands de l'Est, qu'ils n'avaient pas compris la vie, qu'ils n'avaient pas compris et qu'ils avaient juste à se bouger pour arriver à faire comme les autres. Mais il faut, je pense, nuancer ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années. Je pense que ce n'est pas la même chose aujourd'hui, ce que vous avez décrivé, ce qui, pour moi, correspond plutôt à une situation il y a à peu près 10 ans. Et je me rappelle très bien, puisque comme j'ai écrit sur la RDA en tant qu'Allemand de l'Est, on m'a souvent critiqué de ne pas suffisamment traiter la RDA comme un État de non-droit, comme une dictature, etc. Donc je connais très bien ce problème, mais mon expérience, c'est plutôt que les choses ont changé depuis, et notamment dans le 77F que vous avez mentionné. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis sur la Treuhand, justement, il y a des gros projets de recherche qui s'annoncent. Bon, maintenant, j'ai déjà vu une main là-bas qui se lève. Donc, allez-y. Il y a un micro dans la salle ? Super. Dans ce cas-là, on va peut-être grouper les questions. Oui, merci. Il y a plusieurs choses à dire. La France ne s'est pas intéressée à la RDA, mais elle s'est intéressée à l'existence de la RDA, surtout la classe politique française, jusqu'à François Mitterrand, qui a essayé de retarder l'unification. C'est ça, cet intérêt existait. Et la RDA n'a pas totalement disparu, parce qu'elle existe. Pardon, elle existe, elle continue à exister sous forme de parti politique. D'abord de la PDS, ensuite, aujourd'hui, la Linke, qui continue sa politique et qui est un reliquat de la RDA. Je ne conteste pas.
elle se donne aujourd'hui un aspect démocratique. Elle a parfaitement le droit d'exister. Je ne conteste pas. Concernant, vous avez parlé des lieux d'abandon. Alors, ceux qui connaissent vraiment les villes allemandes de 1990 et d'aujourd'hui, c'est une différence entre jour et nuit. Quedlinburg, je l'ai visité en 1990, quasiment une ruine. Dresde, Leipzig, ce sont des villes fleurissantes, pleines d'étrangers, de visiteurs, pleines de vie. Pourquoi vous n'avez pas parlé? Pardon, laissez-moi parler, vous aurez l'occasion. Alors, la RDA n'a pas totalement disparu. Vous avez dit que c'était un État à l'abandon ou abandonné. Qui a abandonné cet État? Les électeurs ont abandonné en mars, le 15 mars, si je ne me souviens pas. La PDS à l'époque a eu 16 ou 17%, quelque chose comme ça. La CDU, plus de 40%, le SPD, 20%. Donc, une large majorité des électeurs est-allemands ont abandonné l'État et ils ont abandonné la Volkskammer, la Chambre du peuple, a abandonné au moment où ils ont voté l'adhésion à la République fédérale. La question que je me pose, est-ce que la RDA vraiment était un État? Un État, oui, c'est un État caractérisé par un territoire, un peuple, ils n'ont pas disparu, et par une légitimité, par une reconnaissance par son peuple. Et cette reconnaissance n'a jamais existé en RDA. Il n'y avait jamais une élection qui a confirmé la légitimité de la RDA. Un mot sur l'antifascisme. Est-ce que je peux vous demander de revenir sur le livre? Oui, sur l'antifascisme que vous avez mentionné, tellement, si vous visitez certaines villes autour de Berlin, vous trouverez toujours des rues de Thälmann, n'est-ce pas? Et vous avez écrit dans votre livre que la RDA a perpétué la tradition du mouvement ouvrier allemand. Alors, il faut se demander quel mouvement ouvrier allemand. Il y avait deux mouvements ouvriers allemands pendant la République de Weimar. Pour simplifier, n'est-ce pas, un mouvement social-démocrate plutôt démocratique et un mouvement communiste qui voulait détruire et qui a effectivement aidé à détruire la République de Weimar. Thälmann, par exemple, vous avez parlé des élections de 1925. Thälmann a maintenu lors du deuxième tour sa candidature contre le Conseil de l'internationale communiste, contre le Conseil de Moscou. Il a maintenu sa candidature et a permis à Hindenburg de gagner, de devenir président de la République. Et c'est lui qui a finalement nommé Hitler. Wilhelm Marx, je pense, s'appelait le démocrate qui s'est posé, qui a candidaté, qui a perdu, n'aurait jamais nommé Hitler à la chancellerie. Et la question? Oui, la question c'est quel a été comment dirais-je, le mythe de l'antifascisme en RDA. Il y avait deux légitimations. Premièrement, la lutte contre le fascisme devait donner à la RDA une légitimation qu'elle n'avait pas à travers des élections. Deuxièmement, elle devait faire oublier que le Parti communiste a fait échouer la République de Weimar, ou du moins aider à faire échouer la République de Weimar. Et troisièmement, ce culte de l'antifascisme, je ne nie absolument pas que les communistes ont combattu le fascisme, mais ils ont oublié d'autres antifascistes.
il y avait d'autres antifascistes, il n'y avait pas seulement les communistes. Non, je voulais dire que cette longue intervention qui m'a précédé, je n'en approuve pas tous les termes, mais je trouve qu'elle est une réponse compréhensible à un autre discours qui me paraissait, notamment du côté de Mme Combes, très idéologique également. Et je vais commencer par prendre la défense des germanistes. Avant d'être professeur émérite, ce que je suis à Paris 4, c'est-à-dire maintenant Sorbonne Université, j'ai été longtemps enseignant à Bordeaux 3. Et à Bordeaux 3, j'étais chargé de l'enseignement sur la RDA. Ce que j'ai fait, ce que j'ai essayé de faire, évidemment, d'abord avec grand intérêt, ça a duré, je ne sais pas, à peu près une vingtaine d'années, enfin jusqu'à la chute de la RDA. Hein. Et cet enseignement existait. Il était quantitativement exactement sur le même plan que l'enseignement de civilisation, comme on disait, sur la RFA. Je me fondais non point sur des livres venant de RDA qui étaient très difficiles à trouver d'ailleurs et qui étaient aussi terriblement marqués par la propagande du régime, mais je me fondais sur des livres ouest-allemands et notamment un gros bouquin qui s'appelait Handbuch der DDR, qui était édité par Hartmut Zimmermann, que je connaissais personnellement. J'allais aussi au colloque de Röttgen, où il y avait des chercheurs, j'ai oublié un peu les noms maintenant, ma mémoire faiblit aussi. Et donc, vous voyez, il y a eu évidemment un enseignement parmi les germanistes le plus objectif possible sur la RDA. Bon. Et une des caractéristiques... Alors évidemment, nous n'étions pas d'accord avec peut-être... Excusez-moi, mais je vous interromps, c'est un faux débat. Je n'ai vraiment pas incriminé les germanistes, mais pas du tout. Vous l'avez dit, vous on n'avez ne pas parlait écouté pas de la ce que j'ai littérature dit. est-allemande, etc. C'est faux. Mais je parlais en général, je parlais dans l'opinion publique, Mais je parlais les germanistes, vous avez mis les germanistes. Mais j'ai dit Bon, qu'au contraire, grâce aux laissons là germanistes, la on avait querelle. eu accès à Laissons là la Christophe querelle. Wolff. Alors, Je- maintenant, vous avez- pour vous avez- revenir un peu au bouquin, si vous le permettez. Non, mais c'est absolument faux. Et si vous le permettez, j'en arrive un peu au livre, que je n'ai pas lu d'ailleurs, monsieur Offenstadt, mais je ne vois pas très bien la différence que vous faites entre l'ostalgie et le bricolage identitaire. Alors évidemment, c'est une question de nuance, de, comment dirais-je, de valeur que vous accordez aux mots, mais évidemment, s'il y a un bricolage identitaire, c'est parce qu'il y a un enracinement qui a eu lieu, je ne sais pas quand d'ailleurs, il s'agit de le savoir, qui est une forme quand même de rappel du passé, de nostalgie, si vous voulez. Et je pense que c'est moins la nostalgie, effectivement, de la RDA, que cette identité, on vient de le dire, je pense, et d'ailleurs Christian Wenkel l'avait plus ou moins indiqué, cette identité a pris surtout naissance, évidemment, au moment de cette reconquête abrupte de l'Ouest sur l'Est. Hein, on sait très bien que beaucoup se sont sentis juifs à partir du moment où on a voulu les désigner comme juifs. Eh bien, les Allemands de l'Est se sont sentis très fortement Allemands de l'Est quand on leur a dit « vous êtes de mauvais Allemands hein ». C'est là que ça est né. Beaucoup plus peut-être que dans les événements, dans les mœurs, etc., qui avaient lieu ou qui étaient en vigueur au moment de l'histoire de la RDA. Par exemple, si vous parlez de la sociabilité, madame, c'est vrai. Moi, j'étais souvent en RDA. Elle existait. Mais il y avait aussi, de l'autre côté, il ne faut pas oublier de le signaler en même temps, la Stasi. Et les indicateurs, ou comment on appelait, les collaborateurs informels, si bien que tout le monde se méfiait de tout le monde. Est-ce que c'est une bonne forme de sociabilité? Bon, voyez. Alors, j'ai posé la question à monsieur. D'autre part, je tenterai de dire aussi que, bien sûr, il y a des friches, et je trouve que d'ailleurs cette recherche mémorielle, ou du moins sur les mécanismes de la mémoire, est très intéressante. Hein. Mais ces friches, elles existaient déjà au moment de la RDA. Moi, je suis allé à Halle an der Saale, par exemple, en 87. La ville était dans un... Alors, je ne sais pas,
j'ai peut-être pas fréquenté le Volkspark à ce moment-là. La ville était dans un état lamentable. Hein, les façades tombaient, etc. Ce n'était pas Berlin, effectivement. Berlin faisait attention, c'était la vitrine. Bon. D'autre part, la Saale était absolument polluée. Et pour vous raconter, finir par cette anecdote, pour vous raconter cette anecdote et finir par elle, à la fin du cours, c'est un Sommerkurs der Universität für ausländische Dozenten, Universitätsdozenten. On nous a demandé, aux étrangers, de faire un petit topo, petit exposé sur nos recherches. J'avais fait ma thèse, moi, sur Oswald Spengler, héros R-A-U-T, du déclin de l'Occident. Et j'ai annoncé comme sujet d'exposé Im Land des real existierenden Sozialismus vom vielleicht nicht existierenden Fortschritt. Et je vous assure que ce sujet a été très bien accueilli, notamment par les étudiants de la RDA qui nous encadraient. Merci beaucoup de tous ces commentaires critiques ou pas. Évidemment, il nous reste un quart d'heure, donc je ne vais pas aborder toutes ces questions-là. Je voudrais juste revenir peut-être au débat. J'ai les deux excellents spécialistes. Je ne suis pas sur les rapports entre la France et les RDA, puisque la thèse de Christian porte sur ces questions-là. Donc il sait parfaitement les liens, les réseaux qu'il a détaillés dans son travail. Mais il y a quand même quelque chose que les gens ont oublié quand ils disent aujourd'hui, mais pourquoi on s'intéresse à la RDA ? C'est qu'à l'époque de la RDA, il y avait un parti communiste entre 25 et 30% qui avait des villes qui étaient le Partnerschaft. Donc il y a des milliers et des milliers de Français qui allaient en RDA en vacances, sans être forcément communistes, mais c'était l'Amérique communiste, c'était le partenariat. Et tout ce monde-là, ce sont en partie aussi les lecteurs du livre. Et c'est intéressant d'ailleurs, parce qu'eux me donnent un retour aussi de leur rapport à ce pays-là. Donc il y a quand même ce monde communiste qui disparaît. C'est le monde de ma jeunesse aussi, peut-être pour ça que j'ai écrit ce livre, mais ce monde communiste qui disparaît, on le voit encore aux élections européennes, c'est un monde pour qui la RDA, c'est encore des gens qui ne sont pas... Il disparaît, mais il est encore là. Hein, ce sont des gens qui sont plutôt âgés, même, etc. Et ces gens-là, pour qui la RDA, ça a été une partie de leur vie, les camps de vacances, les amitiés, les revues, etc. Donc ça, c'est un premier milieu, je pense, qui aujourd'hui est encore vivace dans la réception de nos travaux sur la RDA. Deuxième milieu, évidemment, les germanistes au sens large, pas seulement les germanistes universitaires, mais les professeurs d'allemand. Et effectivement, c'est quelque chose que tu as très bien dit, à mon avis, c'est que d'une certaine manière, pourquoi il y a encore cet intérêt-là ? C'est que dans cette génération-là, il y en a qui me l'ont dit comme ça, finalement, c'était la bonne Allemagne. Aujourd'hui, c'est la mauvaise. Mais dans cette génération-là, c'était pour beaucoup l'Allemagne antifasciste, celle qui prétendait à ces dirigeants-là, et qu'il était aussi d'ailleurs, comme on l'a dit, je ne rentre pas. Mais c'est un discours que j'entends et qui explique que le livre fait discuter des gens pour qui tout ça a été extraordinairement vivant et que tu connais bien pour l'avoir étudié dans sa thèse. Donc ce milieu-là, il est assez passionnant et il explique qu'il y a aussi cette vivacité mémorielle. Il y en a d'autres. Alors ensuite, dans vos questions qui sont intéressantes, je ne vais pas répondre à tout encore une fois. Juste, je voulais dire un petit exemple. Tu disais, Sonia, tu disais finalement, les gens y croyaient plus. Il y a un écrivain qui y croyait, qui est parti en RDA dans les années 80. Je ne sais pas si vous le connaissez. En plus, c'est un écrivain très intéressant. C'est Chernikao. Il faut que vous le lisiez. En plus, il écrit sans majuscule. Il avait une écriture allemande très, très originale. Et Chernikao, il est parti en RDA. C'était au contraire plutôt la gauche de l'Ouest en disant c'est l'Allemagne où je peux encore faire quelque chose. De toute façon, ça va mal dans les deux. Mais l'Allemagne de l'Ouest, c'est foutu. C'est un État capitaliste définitivement. La RDA, il y a encore une chance. Et donc, il a émigré en RDA à la fin des années 80. Il est mort très vite, parce que, pour pas de raison. Mais il a laissé un très beau livre sur son expérience. Mais il y avait encore cette idée il faut absolument lire Chernikao. Voilà, donc c'est encore cet espoir. Et c'est exactement ce que Sonia montre et qui m'a beaucoup influencé. Cette idée que ce n'est pas parce que le régime était ossifié et qu'il y avait des cadres qui exerçaient la répression que tous les gens de RDA se soumettaient et n'avaient pas gardé l'espoir dans une autre société antifasciste, socialiste, etc. Et donc lui, il venait de l'Ouest. C'est une anecdote, mais c'est quand même intéressant de montrer qu'il y avait encore ces débats-là. Alors sur vos questions proprement dit, sur le changement de discours, je veux bien. Mais je ne sais pas si vous avez vu le discours des intellectuels, professeurs d'université, journalistes, savants, au moment des émeutes de Chemnitz. Moi, j'ai lu ça avec attention. En plus, c'était la sortie du livre, donc tout le monde pensait que je les avais déclenchés pour qu'on en parle plus. Donc, j'étais obligé de répondre à cette attaque.
Donc j'ai lu avec attention, je plaisante évidemment sur ça, mais tous les commentaires, c'était exactement le discours des grands enfants. C'est-à-dire ces gens qui ne savent pas ce que c'est que la démocratie, qui n'ont pas d'habitude dans le rapport avec l'étranger. Je pense que il y avait, peu importe, même s'il y avait des éléments, des fondements, etc., c'est insupportable le discours de l'Ouest sur l'Est encore aujourd'hui. Quand vous lisez ces discours-là, je ne sais pas qui peut supporter d'entre nous, à qui, passé un certain âge, à qui on explique quelle est la bonne ou la mauvaise attitude politique, au nom d'une supériorité. Et les commentateurs, professeurs ou journalistes, j'ai des kilos de citations à vous donner, ils parlent comme on parle à des enfants, à des voyous qui ont 16 ans et qui ont fait un casse, à qui on va expliquer que, ben non, vous savez, dans une société, on ne peut pas aller... C'était vraiment la leçon du maître à l'élève. Hein, et donc, avec cette explication, alors il y a 3 versions. Il y a première version, il n'y avait pas d'habitude des étrangers, donc du coup, dès qu'il y a des migrants, c'est la panique parce qu'il y avait peu d'étrangers RDA, ce qui est en partie faux et en partie vrai, en partie faux dans l'analyse qualitative, en partie vrai quantitativement. Il n'y avait pas d'étrangers RDA, donc ça panique devant les migrants. Deuxièmement, personnalité autoritaire, ça c'est les vieilles explications habituées à la soumission au parti État, les Allemands de l'Est n'ont pas de capacité à gérer les situations démocratiques. Et troisième argument, comme il n'y a pas eu un vrai travail sur l'antifascisme, qui était toujours un discours, mais pas une réalité sur ce qu'avaient vécu les gens, du coup, il n'y a pas de capacité à le rejeter comme il faudrait aujourd'hui. Donc ces 3 explications reviennent en boucle dans les commentateurs intellectuels est-allemands. Je ne parle même pas des journalistes. Donc du coup, je pense que c'était juste pour nuancer un peu. Le changement m'a paru... J'étais frappé encore comme... Je pensais comme toi... Mais au moment de Chemnitz, j'étais frappé, c'était le retour au grand discours des années 90. On va vous expliquer ce que c'est que le vrai monde politique. J'avance parce que je voudrais répondre aux gens pour ne pas être discourtois. À leurs questions et leurs critiques étaient intéressantes. Sur ce que vous avez dit sur l'état de Quedlinburg ou de Halle, bien entendu, et je pense que ce serait d'ailleurs intéressant, c'est une recherche, on m'a fait la remarque à juste titre, je pense que ce serait intéressant d'ailleurs, je ne l'ai pas fait assez dans le livre, je le fais un peu plus, la continuité des ruines, effectivement. Sur qu'est-ce qui est un abandon, qui est une rupture, et qu'est-ce qui fait continuité. Ça, c'est une vraie question. Hein, et je vous remercie de l'avoir reposée. Là où, alors sur vos questions qui sont des critiques, sur Die Linke d'aujourd'hui n'est plus le PDS, hein, en termes du rapport à la RDA. On ne peut plus dire que c'est vraiment une forme de parti héritier de la RDA, parce que le basculement générationnel fait qu'aujourd'hui, hein, quand vous parlez avec beaucoup, bien sûr, il reste les deux courants minoritaires qui sont des héritiers purs et durs, hein, du SED d'une certaine manière, mais l'essentiel de Die Linke maintenant sont plus les anciens du parti. Donc je pense que c'est plus le lieu de mémoire que c'était évidemment dans les années 90. Ce serait une nuance, c'est pas une contradiction, mais une nuance avec ce que vous avez dit. Et la Die Linke d'aujourd'hui, il y en a des tas qui d'ailleurs, il y a des débats très violents à l'intérieur de la Die Linke parce que justement, les vieux considèrent qu'on brade l'héritage de la RDA et que c'est fini. Donc c'est plus nuancé que ce que vous dites. Alors vous avez donné les deux. Il se trouve, j'ai décrit exactement la même phrase en disant, aujourd'hui j'ai rajouté ça, j'ai dit la RDA c'est ni Berlin ni le centre-ville de Dresden et de Leipzig. Et vous avez cité ces 2 cas-là, vous avez tout à fait raison, ces 2 villes aujourd'hui dont les centres-villes sont extrêmement agréables et tout à fait... Mais aller dans la province, c'est encore des exceptions. C'est des exceptions. Moi, j'ai vécu 2 ans dans le Brandebourg, j'ai passé des étés entiers dans le Mecklembourg. Et aller à Zeitz, c'est un monde fantôme. C'est un monde fantôme. Quand vous sortez de ces 3 exemples, on peut rajouter le centre de Rostock. Mais le reste, c'est un monde fantôme. Même dans des villes balnéaires. J'étais à Arendsee. Hein, il y a un super lac, c'est très agréable. Vous faites 200 mètres dans Arendsee, vous avez une barre d'immeubles à l'abandon. Sans compter l'ancien syndicat. Donc Leipzig, Dresden, Berlin et même Rostock, et je ne pense pas qu'on pourra en trouver beaucoup d'autres, ce n'est pas la RDA spatiale. Jena, c'est vrai. Mais même à Weimar, j'ai trouvé encore... Voilà. Donc attention. Sur ensuite tout ce que... Vous avez dit, ça c'est une vraie question, c'est un débat très passionnant. On ne va pas le résoudre. Vous avez dit finalement, et je dis dans mon livre, vous avez raison, je dis que la RDA a aussi porté l'histoire du mouvement ouvrier. Et qu'on pourrait discuter. C'est vrai que je simplifie, parce que c'est très compliqué, évidemment. En même temps, elle porte une tradition du mouvement ouvrier qui est une tradition commune à l'ensemble du mouvement ouvrier. C'est une partie de la social-démocratie du 19e siècle, notamment celle qui a été hostile à la guerre de 14, hein, qu'elle va valoriser. Et là, c'est la même pour les socialistes, Franz Mehring, par exemple, hein, ou un certain nombre de social-démocrates, Wilhelm Liebknecht. Hein. Donc, elle porte aussi... Bien sûr que c'est orienté, bien sûr que c'est construit, vous avez tout à fait raison, mais elle porte aussi
la RDA, la mémoire du mouvement ouvrier en général, la social-démocratie du 19e siècle, une partie d'entre elles, la meilleure, celle qui n'a pas trahi en 14, et donc c'est ambigu. De même, elle porte la tradition des Spartakistes qui n'ont rien à voir, ou si peu, avec ce que sera le communisme de Weimar, puisque beaucoup, en tous les cas, les chefs, comme vous savez, sont morts avant. Donc c'est ambigu. Elle porte une partie du mouvement ouvrier qui est aussi commune. Mais vous avez tout à fait raison, évidemment. Il y en a une autre qu'elle va laisser de côté. Et votre nuance est tout à fait bienvenue. Mais elle porte une tradition qui va au-delà d'elle-même, pour des raisons stratégiques. Je ne dis pas que c'est par un amour de l'ensemble des formes du socialisme. C'est pas du tout ça. Mais je pense que c'est assez intéressant quand même de voir qu'elle l'a aussi portée, cette tradition-là. Elle l'a aussi portée. Voyez. Alors, ensuite, dans votre dernière question, peut-être, après le temps passe, si on en veut une dernière, votre question... bon, sur le mythe de l'antifascisme, Sonia a écrit beaucoup de choses là-dessus. Je lui laisserai dire un mot si elle veut, mais c'est un vrai débat. Moi, ce qui m'intéressait parmi celle-là où je peux vous répondre, la question, quelle différence finalement entre nostalgie et bricolage? C'est que ce qui m'a frappé en interrogeant et en discutant avec beaucoup d'Allemands de l'Est, alors j'ai fait des tas d'entretiens, je ne vous ai pas parlé de tout ce qu'il y a dans le livre, hein, mais il y en a avec qui je me suis assis sur un banc à discuter, il y en a avec qui j'ai fait des entretiens plus classiques formellement. Bref, j'ai fait tout un ensemble de méthodes pour parler avec les Allemands de l'Est, souvent d'ailleurs à la bonne franquette. Puis comme j'ai vécu là-bas, bon, c'était aussi autour d'une bière avec des gens qui c'était des collègues, pas professeurs parfois, mais simplement de l'université qui avaient vécu cette chose-là. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'ils peuvent très bien trouver que la délégitimation de l'Est est insupportable et être ravis de l'unification et ne pas la mettre en cause. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent paraître pas gérables, il y a des tas de contradictions. Je vous donne un exemple. J'ai parlé avec un ingénieur, un cheminot, qui me disait il avait déménagé de Berlin-Est à Charlottenbourg, il était très fier de son ascension, son fils était devenu un bourgeois berlinois, etc. Il était très heureux. Donc on parle de son bonheur aujourd'hui, c'est un type qui était plus âgé que moi, il était à la retraite, et puis ensuite on dit, super Allemagne unifiée, il me dit, je ne dirais jamais un mot contre la RDA, j'ai pu m'y former, évidemment tout n'était pas parfait, mais c'était un état dans lequel j'étais heureux. Donc lui, il y avait une équivalence, il y avait eu 2 moments de sa vie, tout aussi heureux, d'ailleurs tant mieux pour lui, la RDA où il a été heureux comme jeune cheminot, et l'unification, il me dit, je veux pas revenir en RDA, mais je ne dirai rien contre. Donc vous voyez, je dis bricolage, vous avez ce phénomène-là. Vous avez ce monsieur que je vous racontais qui est à fond de CDU et qui en même temps passe sa vie à entretenir son musée de la RDA à Gotha. Alors vous pouvez dire quand même qu'on ne peut pas dire que la CDU, même Angela Merkel n'en parle jamais, on peut pas dire que la CDU soit la mémoire de la RDA incarnée. Mais ce type-là, oui, parce que pour lui, il n'y a pas de contradiction entre une partie de sa vie et aujourd'hui ce qu'il est. Et c'est ça que je dis par bricolage identitaire, c'est-à-dire qu'on peut mélanger différents feuilletages de temps en ayant des interprétations différentes. Et vous avez donc du coup dans cette nostalgie, vous avez des gens qui la regrettent politiquement, vous avez des gens pour qui c'est simplement raconter son propre passé, et d'autres qui ne regrettent rien du tout, qui n'ont aucune envie de revenir à la RDA, qui sont très critiques, mais qui reconnaissent aussi un certain nombre d'éléments. Donc vous ne pouvez pas ramener ça à un seul courant que vous allez qualifier de nostalgie. Et donc chacun bricole, et je vous donne 3 exemples pour ne pas être trop long, mais dans mon spectre et dans le livre, j'en donne beaucoup d'autres. Et c'est ça qui est passionnant chez les Allemands de l'Est, c'est que chacun va bricoler son feuilletage de vie de manière différente et en faisant balancer le curseur et politique et social et de manière très différente. Et je me suis rendu compte que beaucoup de ces Allemands qui faisaient ces petits musées, ils ne me parlaient pas tant de la RDA que de leur histoire. Et d'une certaine manière, le musée sans eux n'avait pas grand sens. Parce qu'il est conçu par rapport à leur biographie, pas tellement par rapport à l'histoire de la RDA. Et si tu le vois sans eux, bon, c'est des centaines d'objets. Par contre, dès qu'il raconte, il va te dire, ah ben oui, ça c'est ceci, c'est cela. Et c'est ça que j'ai appelé bricolage. C'est-à-dire qu'on combine des choses qui, en apparence, comme quand vous bricolez, ne sont pas faites pour aller ensemble. Voilà, une précision du concept. Y a-t-il encore une question? Il y aurait du temps pour une question, madame? Attendez le micro, s'il vous plaît. Oui, je voulais savoir si la mémoire, le ressenti n'est pas à moduler suivant les régions, parce qu'il y a 2 mois, on a fait un petit voyage, on était allé à Rügen, on était allé à Schwerin, à Stralsund, à Rostock, etc. Bon, d'un point de vue touristique, j'ai beaucoup aimé. Hein. Je trouve même que l'Allemagne de l'Est, point de vue touristique, est plus agréable que... Enfin,
je préfère. Et bon, là, c'était quand même des régions qui étaient très agricoles. Et je pense que peut-être, j'ai l'impression que l'empreinte, la dictature était quand même moins forte dans tous ces petits ports hanséatiques qu'à Berlin, par exemple. Et je voulais savoir s'il ne faudrait pas un peu moduler. En plus, c'est des régions qui ne sont pas très peuplées. S'il ne faudrait pas moduler quand même un petit peu, pas toujours se focaliser sur Berlin et sur les gros centres ex-industriels. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que les entretiens, j'en ai fait partout. Et Sonia a dit quelque chose d'important qui est lié évidemment à cette désindustrialisation aujourd'hui, c'est qu'un des éléments qui joue aussi dans le rapport à l'Est, évidemment, c'est l'intensité de la désindustrialisation et la violence qu'a exercée la Treuhand sur place. Donc évidemment, dans les zones agricoles, là où les coopératives ont pu survivre, quand vous êtes dans des zones où c'était quasiment de la mono-industrie, vous aviez 2 ou 3 gros secteurs qui ont été liquidés avec parfois, c'est d'une grande violence quand même les années 90. Évidemment, il y a une hausse du niveau de vie par certains aspects, mais il y a aussi quand même une hausse du chômage qui est colossale, qui ne connaissait pas évidemment la RDA. Et donc du coup, je pense que c'est lié aussi à cette industrialisation. On pourrait aller même plus loin. Par exemple, il y a des quartiers entiers qui sont dans une ville qui, par ailleurs, on en discutait à propos des centres-villes, bon, il y a Dresden centre, mais il y a d'autres Dresden que le centre. Il y a des endroits, évidemment, où sans parler à Leipzig, c'est encore plus marqué. Donc, il y a aussi des éléments de quartier. Et ce qui m'a frappé beaucoup, moi, pour aller, c'est que quand vous aviez une immense entreprise qui faisait la gloire souvent, parce qu'en plus, il y a tout le discours de la RDA sur l'entreprise. Donc, c'est non seulement la gloire objective de là où vous êtes travaillé, mais on vous disait que vous étiez la montre qu'on exporte dans tout le monde entier, etc. Quand ça est une ruine, le rapport que vous entretenez avec le passé et le présent est quand même très différencié. Quand toute la journée, vous vous levez, vous voyez des kilomètres carrés de ruines qui sont là où vous avez travaillé, et quand vous avez la maison de la culture, vous avez déconné avec vos amis, vous avez rencontré votre femme, vous avez de bons souvenirs, ça crée aussi un rapport. Vous voyez, c'est même, je dirais, micro-topographique. Donc vous avez raison de dire c'est par région, mais c'est aussi par lieu. Moi, quand j'ai fait des entretiens sur place et que les gens me montraient l'usine dans laquelle ils avaient travaillé, parfois c'était des usines qui avaient des milliers d'ouvriers, qui montaient la maison de la culture où ils avaient dansé, écouté de la musique, et que tout ça, c'était que des friches. Même s'ils pouvaient avoir le sentiment d'avoir très bien réussi et de s'en être sortis, ça crée un rapport quand même au passé qui est évidemment assez compliqué. Et donc, du coup, vous avez tout à fait raison. Donc, on peut non seulement différencier par région, et aussi différencier même par quartier. Et c'est très passionnant. Et c'est pour ça aussi que je dis que ça va tout à fait dans le sens du bricolage. C'est que sans aucun doute, les souvenirs ne sont pas les mêmes dans les lieux où on a l'impression, que parfois à raison, que votre entreprise, elle marchait très bien et qu'on l'a liquidée pour faire plaisir à l'équivalent de l'Ouest. Ou alors parce que par principe, ça ne semblait pas très rentable et qu'il aurait fallu mener une vraie politique industrielle pour faire tenir le truc. Donc oui, absolument. Ça, on le voit, c'est très fort. Moi, j'ai des tas d'entretiens dans le livre. Il y en a une qui m'avait frappé, c'était une ouvrière du textile que j'avais rencontrée dans un train. C'est très émouvant, en fait, aussi, ces rencontres, parce que c'est évidemment un passé qui n'est pas... j'en parle pas froidement dans le livre ni là, mais ces histoires de désindustrialisation, de liens à l'espace, c'est des gens qui, évidemment, c'est vécu. Je me dis toujours, moi, qu'est-ce que ce serait mon existence si je voyais la Sorbonne en ruine où j'enseigne ensuite c'est quoi votre rapport à ce que vous avez fait? Ça doit quand même changer que quand vous le voyez de manière florissante. Et cette dame, cette ouvrière du textile, elle était de Lebao, je pense que c'est en Saxe. Et elle me disait, on a parlé rapidement, c'est souvent l'échange d'un train, c'est intéressant parce que les gens vous disent très vite ce qui compte le plus. Quand vous faites un entretien, ils se noient, ils vous font plaisir, etc. Quand vous discutez dans un train ou autour d'une bière, parfois les gens vont à l'essentiel. Elle me disait, moi, ce qui me rend le plus triste de tout ça, dans ma ville, où toute l'industrie textile, vous imaginez l'industrie textile de RDA, tout ça a disparu. Elle me dit, elle m'a dit 2 choses qui m'ont beaucoup frappé. Elle me dit, il n'y a plus de futur, on ne peut plus planifier le futur. Bon, ça, on peut l'imaginer. Mais elle m'a dit aussi, ce qui me rend le plus triste, c'est de voir le spectacle de ma ville avec toutes ces friches. Elle n'a pas employé le mot friche, je ne sais plus ce qu'elle a dit en allemand. Et donc, du coup, là, on sentait bien que elle ne m'a pas parlé d'économie, elle m'a parlé d'espace. Et c'est pour ça que vous avez tout à fait raison de signaler cet aspect-là. Pardon d'avoir été long pour répondre. C'était quasiment le mot de la fin, mais vous voulez peut-être rajouter encore un petit mot? Non, c'était sur le mythe de l'antifascisme. C'est évident, monsieur, vous avez raison. Le régime communiste s'est appuyé sur le combat antifasciste pour affirmer sa légitimité. Je suis d'accord.
simplement, maintenant, dans la façon dont on revisite l'antifascisme depuis la chute du mur, on ne parle plus que de mythe de l'antifascisme, comme si l'antifascisme n'avait pas existé comme un combat. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention dès qu'on réduit quelque chose à un mythe. Vous savez, les mythes, ils sont produits, on produit des mythes dans des buts de simplification idéologique de l'histoire. C'est constant. Nous autres historiens, on est toujours en train de confronter les mythes. Oui. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Vous voulez dire, oui. Mais même là, il y aurait matière un peu à discuter quand même. Même là, je comprends. Je comprends votre nuance, mais même là, il y aurait matière à discuter. Mais enfin, c'est un vaste débat, un Weitersfeld. Hein. Donc, voilà. Voilà, c'est autour d'une bière. C'est ce que je voulais proposer. C'est ce que je voulais proposer, d'autant plus que la Maison Hein nous invite, comme d'habitude, à un verre d'amitié. Donc, je voulais remercier encore une fois nos deux intervenants, donc Nicolas Offenstadt et Sonia Combe. Je voulais remercier vous d'avoir été là. Et donc, je vous souhaite une bonne soirée. Merci.